Maintenant, je pense que entreprendre, c'est extrêmement dur. Et il y a plein de gens qui sont pas faits pour être entrepreneurs. Et en fait, c'est pas grave. Et alors là, pour être tout à fait franc avec toi, je me suis fait virer par manque de motivation. Ouais, c'est dur, tu sais que ça va être dur. J'ai rien compris. J'ai rien compris. La pire épreuve de tous mes concours, quand tu rentres à Polytechnique, le premier jour, on te rase la tête, on te donne un treillis et on te dit maintenant tu parles quand t'as le droit, quoi. C'est tout. Quand t'as Airbus qui fait 40% de ton chiffre d'affaires, en fait, et que Airbus veut quelque chose, en fait, tu te tais et tu le fais. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Parole d'AST. Aujourd'hui, un profil vraiment hyper intéressant, le profil d'Adrien. Salut Adrien. Salut Jacques. Je suis ravi de te recevoir. Adrien, il a sur son CV toutes les lignes qu'on pourrait espérer avoir. Il a fait Polytechnique, il a fait HEC, il a fait Berkeley, il va nous raconter tout ça. Aujourd'hui, il est product chez Aircall. J'espère que je donne bien l'intitulé du poste. Adrien, merci d'avoir accepté l'invitation de Parole d'AST. Et je vais te demander dans un premier temps de te présenter pour ceux qui nous regardent. Écoute, merci. Alors, moi, je m'appelle Adrien. J'ai grandi à Toulouse. J'ai fait des études, on va dire, assez classiques, plutôt scientifiques, donc dans un lycée qui était assez connu, qui s'appelle Pierre de Fermat. J'étais bon élève, alors je suis rentré en classe prépa. Ça s'est bien passé. J'ai eu un peu de chance au concours. Je suis rentré à Polytechnique après. Là, c'est posé la question, on y reviendra, de qu'est-ce que je vais faire avec ma vie, que se posent, je pense, beaucoup d'élèves dans des écoles généralistes. J'ai essayé plusieurs choses. J'ai décidé de partir plutôt dans l'entrepreneuriat parce que ça apportait des valeurs de... C'est pas parce que tu as des bons diplômes que tout est dû et il faut continuellement se réinventer, se prouver aussi sa valeur et ça me convenait bien. Je suis rentré dans une ETI, donc une entreprise de taille intermédiaire. On était, je dirais, 300, une entreprise rentable, donc rien à voir avec les startups. J'ai fait 3 ans, je me suis éclaté et je pense qu'on y reviendra aussi. Et là maintenant, je travaille chez Aircall en product, comme tu le dis, qui est un peu le pendant de la R&D de l'industrie et je pense qu'on reviendra aussi sur comment définir ça. Trop cool. Donc si on reprend un tout petit peu ton parcours, là tu n'as pas mentionné parce que tu es humble, mais du coup tu es aussi passé par HEC, donc tu as fait une spécialisation HEC, entrepreneur, et à l'intérieur de celle-ci tu es allé à Berkeley. On va reprendre tout ça de manière chronologique et recommencer, si tu veux bien, au lycée. Aujourd'hui, tu as un poste qui est mi-data, mi-management, tu nous expliqueras ce qu'est le poste de product, mais à la base, toi, est-ce que c'était ça que tu voulais faire depuis le lycée ? Pas du tout. Pas du tout. J'ai grandi à Toulouse dans une famille qui est très aéronautique. Donc j'ai un père qui est pilote de ligne chez Air France, j'ai une mère qui est ingénieure aéronautique. Les deux se sont rencontrés à l'ENAC, qui est l'École nationale de l'aviation civile à Toulouse. Donc très cadré aéro. Et depuis que je suis tout petit, moi de toute façon, je me pose pas des questions d'orientation parce que je me dis que je veux faire pilote de ligne. Je serai pilote de ligne, okay. C'est comme ça. J'ai rentré au lycée en me disant il faut que je sois bon élève pour être pilote de ligne. Je suis rentré en prépa en me disant je rentre en prépa parce que c'est par là qu'il faut passer pour être pilote de ligne. Et j'ai passé les concours et finalement j'ai décidé de ne pas le faire. Alors tu l'avais eu ? Alors, je ne l'avais pas exactement eu. Le concours de pilote de ligne en fait c'est en 3 étapes. Okay. Déjà c'est un niveau première année d'école d'ingénieur. De première année de prépa, et ça commence par un QCM. Donc tu as juste 3 périodes, tu as mathématiques, physique, anglais. Et c'est, je pense, de très loin le pire QCM de ma vie. C'est-à-dire que c'est des questions qui sont difficiles. T'en as, je pense, 40 par épreuve. C'est des épreuves de 2 heures, si je me rappelle bien. Et à chaque fois, il faut cocher, savoir si c'est la réponse A, la B, la C, la D, ou aucune. Et à ce moment-là, c'est la E. Il peut aussi y en avoir 2. Et si on a une seule bonne réponse sur 2 possibles, ou alors qu'on a mis qu'il n'y avait pas de bonne réponse alors qu'il y en a une, on perd des points. Donc vraiment le pire QCM que j'ai fait de ma vie. Et ça s'est bien passé. L'étape d'après, c'est ce qu'on appelle les tests psychotechniques. Et là, on revient, c'est de la torture, c'est le film un peu L'étoffe des héros, je ne sais pas si certains l'ont vu, où on vient tester ta capacité de calcul mental, on vient tester ta capacité d'attention. Par exemple, on va te présenter des feuilles avec des M et des N imprimées sur Word, il faut que tu comptes les N. C'est un peu le genre d'épreuve qu'il peut y avoir. Okay. Du calcul mental avec des barres, des flèches dans tous les sens. Alors, le dénominateur commun des élèves qui passent ça, c'est qu'ils pensent avoir raté. Sauf que j'ai eu la chance de l'avoir eu. Et après, une dernière épreuve qui est l'épreuve des psychologues, où là, on te met en situation avec d'autres élèves, enfin d'autres candidats d'ailleurs au concours, avec des problèmes par définition insolubles, qui relèvent de l'ordre du complexe. Et là, on regarde un peu comment tu interagis, parce qu'on te met en situation de tu vas être dans un cockpit, il peut y avoir des erreurs, il faut pas que tu écrases les autres sous stress, il faut que tu arrives à apporter tes opinions et oser porter ce que toi tu penses sans forcément empêcher les autres de porter leurs opinions. Et alors là, pour être tout à fait franc avec toi, je me suis fait virer par manque de motivation.
Ce qui est un comble, en fait. Ce qui est un peu un comble. Parce que tu étais motivé depuis que tu avais 7 ans, quoi. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que le diplôme de l'ENAC en pilote de ligne, en fait, c'est une licence de pilote de ligne. Et ça, vois-le comme un diplôme d'ingénieur qui périme si tu l'exerces pas. Parce que les avions changent, parce que ça se travaille, parce que tu peux pas mettre un Airbus A380 dans les mains de n'importe qui. Il faut faire des heures, en gros, pour maintenir ta licence active, quoi. Exactement, et c'est ce que l'ENAC te propose. Le problème, c'est qu'à la sortie de l'ENAC, s'il n'y a pas de travail, et c'était le cas, en fait, quand j'ai passé les concours, si tu n'as pas de travail, en fait, tu risques de perdre ta licence. Et à ce moment-là, des licences de pilote privé, c'est 200 000 €. Enfin, on connaît un peu ces prix-là. Donc, ce qui se passait à l'époque où j'ai passé les concours, c'était une période où les compagnies aériennes n'allaient pas très bien. Donc, il y avait plein d'élèves qui sortaient de l'ENAC, qui rentraient sur liste d'attente pour entrer chez des Air France, British, Lufthansa, parfois Ryanair ou Etihad, et qui, en attendant, faisaient de l'instructorat en aéroclub juste pour continuer à voler et garder leurs heures. Mais la liste d'attente, quand j'ai passé les concours, était de 8 ans. Ma prépa se passait bien. J'avais pas envie d'attendre 8 ans pour commencer un métier. Trop intéressant. Il faut un recul énorme pour, à ce moment-là, réussir à se dire « Ok, c'était mon rêve ». Mais je vais renoncer à mon rêve parce que y a telle ou telle métrique un peu macroéconomique, parce que en gros l'avion de ligne, c'est l'économie mondiale. En gros, si ça marche, l'aviation ça marche. Réussir à se dire c'est peut-être pas le meilleur choix pour moi, alors que j'ai toute ma vie pensé que c'était le meilleur choix. Tout à fait. Ça demande une certaine capacité d'introspection et ça ouvre des portes qui font assez peur, parce que d'un coup tu dis waouh, en fait qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et alors j'ai pas eu à prendre cette décision de cette manière-là à ce moment-là, parce que tu peux toujours rentrer en école d'ingénieur et après repasser le concours. T'as pas à passer les écrits, tu passes juste les psychotechniques et les psychologiques. Et donc ça permet de déférer un peu la décision. Et mon père m'avait fait promettre, pour te dire, mon père pilote de ligne m'avait fait promettre de pas prendre le concours si je l'avais. Il commençait à flipper au fur et à mesure que que je validais les étapes. Il m'avait dit, prends un diplôme d'ingénieur. Et après, si tu as toujours envie, tu pourras aller faire l'ENAC pour être pilote, parce qu'on ne sait jamais de quoi la vie est faite. Et un diplôme d'ingénieur, c'est un peu un passe-droit sur t'es capable d'apprendre et de travailler un peu partout. Sachant que ce qui est intéressant, j'essaie de me mettre dans ton mindset, parce que j'ai aussi fait une prépa et du coup, tu as un goal, etc. Il y a deux choses qui sont intéressantes dans ce que tu me dis. Un, c'est que tu n'étais pas obnubilé par Polytechnique, comme j'imagine était 98% de ta promo, où ils ont pensé qu'à ça. Toi, en fait, Polytechnique, c'est un rêve qui est devenu vraiment réalité en deuxième année, si je comprends bien. Et deuxième élément qui peut-être t'a aidé à prendre ta décision, c'est que j'imagine que tu étais un bon élève en première année. Oui. Ça t'a aussi rassuré sur le fait que peut-être si tu continues, alors tu n'auras peut-être pas Polytechnique, mais tu auras une bonne école d'ingé, on va dire. Oui, ça se dans passait... une bonne prépa de Toulouse, et tu es un bon élève. C'est ça le C'est topo. ça se passait très très bien en prépa grâce à un prof de maths qui m'a très bien orienté et qui m'a d'ailleurs remis un peu à ma place quand j'étais en terminale. Et donc oui, ma prépa se passait bien. D'ailleurs, je pense que si c'était très difficile en classe prépa, j'aurais peut-être pas eu ces réflexions-là. Mon père d'ailleurs aurait probablement pas eu ces réflexions-là aussi, me voyant avoir du mal en première année de classe prépa. Je visais pas du tout Polytechnique, je savais d'ailleurs pas trop ce que c'était comme école et je pensais pas être en capacité de l'avoir, pour être tout à fait franc avec toi. Donc c'était pas du tout un objectif. Il y avait des élèves dans ma prépa qui me disaient, moi de toute façon, si fils de polytechnicien, petit-fils de polytechnicien, le grand frère a fait Polytechnique, et il y a des gens qui me disaient en première année de prépa, si j'ai pas d'X, j'ai raté ma vie. C'est quand même dommage de dire ça à 18 ans. Moi, ça me passait complètement au-dessus de la tête. C'est peut-être ça qui a fait que tu as réussi aussi, c'est que tu avais cette fraîcheur aussi, peut-être. Oui, je pense, enfin j'espère, en tout cas, je veux le croire. Je pense qu'il y a toujours une part de chance aussi dans les concours et je pense qu'il faut rester aussi bien humble. On a beaucoup de gens qui rentrent à Polytechnique, qui se disent « Moi, ça y est, j'ai eu Polytechnique, je suis le meilleur ». Je pense que ça se joue à pas grand-chose. Il y a des listes d'attente. J'ai un copain qui est rentré dernier. Il serait allé à Centrale ou aux Mines, qui sont des très très bonnes écoles. Donc je pense qu'il faut aussi rester un peu humble vis-à-vis de ces concours-là, parce qu'il y a une grosse part de chance, évidemment, de travail. Il y a des génies à qui tout est donné. Il y en avait qui étaient dégoûtants en classe prépa, parce qu'en fait, ils comprenaient tout, ils bossaient pas et ça allait tout seul. C'était pas mon cas. Moi, j'y suis allé au travail à la rigueur et probablement aussi un peu à la chance sur les concours. C'est des promos de combien, Polytechnique ? Alors, j'ai pas envie de te dire de bêtises, je pense qu'on est à peu près 400. Ok. Dont 150 étrangers à peu près, qui viennent d'échanges. Trop cool. Et tu as fait une petite mention qui n'est pas passée inaperçue, tu as parlé d'un prof de terminale. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, ton prof de terminale alors du coup, j'étais au lycée Pierre de Fermat, qui est connu pour être un très bon lycée de Toulouse. J'étais dans les classes sciences de l'ingénieur, qui sont un peu les classes intello, celles qui préparent, on va dire, presque à la prépa. Et j'avais un prof de maths qui s'appelle Monsieur Lalanne, qui était très dur. Il était très dur. Hein. Il faisait passer, pour te dire, il faisait passer les élèves sur les exercices en début de classe. Il y avait des élèves qui commençaient à prendre l'habitude d'arriver avec 8 minutes de retard juste pour ne pas être choisis. Et ce prof-là était très dur. Il manquait un peu de tact. C'est un prof un peu à l'ancienne. Mais il parlait beaucoup aux profs de prépa. Il connaissait bien le contexte. Et ce prof-là, moi j'étais plus dans le top 3 de ma classe. Je lui avais dit, moi je vais faire MPSI.
Si je reviens juste sur les parcours de prépa scientifique 2 minutes, en première année, il y a à peu près 3 grandes filières. Il y a MPSI qui veut dire maths, physique, sciences de l'ingénieur, PCSI qui est physique, chimie, sciences de l'ingénieur, et PTSI qui est physique, technologie, sciences de l'ingénieur. PTSI, ça donne vers PT, physique, technologie, qui est, on va dire, très industriel, très tourné vers l'industriel. Donc, c'est plutôt des gens qui vont se retrouver aux arts et métiers ou faire de l'industrie aéronautique ou automobile. Et les MPSI, c'est beaucoup de maths. PCSI, c'est beaucoup de physique et de chimie. Et en fait, mon prof de maths, alors que je suis deuxième de ma classe, dans une des meilleures classes du lycée, me dit, écoute, Adrien, moi, je pense que tu n'as pas le niveau pour rentrer en MPSI. Donc là, c'est un peu dur à prendre, pour l'orgueil, pour l'ego, pour plein de choses. Et ma première réaction, pour être franc, ça a été de me dire, qu'est-ce qu'il y connaît? Et puis ma deuxième réaction, c'était de me dire, en fait, il y connaît quand même pas mal. Donc j'ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé de suivre l'avis de ce prof-là et de me dire, s'il estime que je suis un peu... Enfin voilà, qu'en maths, je ne suis pas forcément au niveau et que c'est pas là que je vais m'épanouir, il faut peut-être que j'aille en PCSI, sachant que moi, je sentais que ce qui me plaisait après, c'était la classe un peu entre les deux qu'on appelle la PSI, qui est physique sciences de l'ingénieur. Ok. Et donc, je suis parti en PCSI. Donc, c'est pour ça aussi que ça se passait très bien. J'aurais probablement pas fait les mêmes choix et pas été dans cette situation si j'avais pris cette première... Donc, l'importance de l'orientation qui est vraiment vitale et qui est aussi un des moteurs de ce podcast, c'est de comprendre en gros ce qui est possible et de voir que peut-être l'orientation de ton prof, Monsieur Lalanne, c'est l'occasion de le saluer s'il nous regarde, mais du coup, peut-être elle t'a aidé à mieux t'épanouir pendant tes 2 années. Peut-être que tu n'aurais pas eu le même succès dans une classe où tu aurais été plus en galère, etc. Juste peut-être ce que tu n'as pas dit, c'est que MPSI, en fait, c'est la voie royale, entre guillemets. C'est ça. C'est pour ça que tu voulais faire ça. C'est que au sein de la prépa qui mène à Polytechnique, c'est la voie, entre guillemets, la plus élitiste, quoi. Ça l'est. Et d'ailleurs, la classe qui passe après MPSI, qui est MP, est aussi perçue comme la plus dure. Alors, la plus dure, ça dépend de ce qu'on aime. Je sais qu'il y a des MP qui se planteraient complètement en PC parce que c'est des billes en chimie. D'ailleurs, je suis une bille en chimie. Mais d'un point de vue orgueil, on a tendance à considérer que la MPSI, c'est la plus dure. Et c'est là que je voulais aller pour des mauvaises raisons, d'ailleurs. Donc, tu arrives à tes concours aéronautiques qui finalement se passent plutôt bien. On comprend qu'ils ressentent ta démotivation, mais qui en fait était assez palpable parce que tu as ce problème entre guillemets d'employabilité derrière qu'on peut comprendre. Tu continues ta 2e année, qui est une année super dure, et tu arrives au concours d'ingé. Alors, une différence aussi par rapport à ceux qui nous regardent, moi, ce qui m'avait marqué, j'ai un cousin qui a fait Supélec, c'est la durée des concours. Ouais. C'est genre l'enfer. Moi, je me souviens qu'en prépa HEC, c'était 2 semaines. Et déjà, au bout de 2 semaines, t'es lessivé. 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi, tous les jours pendant 2 semaines. Vous, c'est quoi? C'est 1 mois et demi? Ouais, c'est 1 mois et demi. C'est l'enfer. C'est hyper long. Et c'est... Non, c'est extrêmement dur. Ouais. C'est extrêmement dur. Je pense qu'on gagnerait peut-être à faire un peu plus comme les banques des classes justement PT, PTSI. Eux, ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'il y a, je crois, 2 semaines de concours. Ils ont 2 épreuves de maths, 2 épreuves de physique, 2 épreuves de chimie, enfin un peu tous ces trucs-là. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que chaque école va venir mettre ses coefs. Ouais, mais comme en classe prépa HEC, ça paraît être logique. 1 mois et demi d'épreuves, c'est juste inhumain, quoi. C'est dur. C'est dur, sachant que vous sortez quand même enfin, tu sors en général d'1 mois et demi de révision. Donc, et là, il y a une vraie stratégie. C'est pour savoir quel concours tu vas prendre. Est-ce que tu vas passer Polytechnique, qui sont les 2 premières semaines où tu sais que c'est très dur, alors que tu as peu de chances de l'avoir, etc. Est-ce que tu vas ne pas passer les CCP, qui sont des concours réputés pour être un peu plus faciles que Centrale et les mines, pour te dire comme ça, je me repose avant mes oraux, parce qu'après, il y a aussi les oraux. J'ai décidé, moi j'ai fait le choix, et d'autres ont fait d'autres choix, de passer Polytechnique d'abord en me disant, l'expérience concours, c'est quand même stressant, c'est quand même un cadre particulier. Donc je sens que je vais me rater au début. Donc c'est bien de m'échauffer avant peut-être Centrale et les mines que je visais un peu plus. Et les CCP, parce qu'il est hors de question que je redouble. Moi, 2 ans, ça suffit. C'était assez dur comme ça. Donc même si j'ai une très bonne CCP, l'ENAC par exemple, mais que mes parents ont fait, je pense que j'y vais. Okay. Mais ça m'a fait passer 4 semaines d'écrit, 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi, le soir t'es lessivé et tu reprends. Ouais. Voilà. Et moi je me souviens, c'était horrible, c'est que bon, alors après les gens ils vont dire ouais, il dit qu'il a raté alors qu'il est HEC et tout, mais en vrai des concours tu les rates et la question c'est comment tu les rates, quoi. Moi je me souviens d'une épreuve de maths que j'avais ratée et donc j'ai eu 10, donc je l'ai vraiment raté, tu vois. Et pour l'anecdote, je me souviens, je sors et je montre ma feuille à mon meilleur pote qui était dans la salle, et moi j'avais entouré les questions que j'avais faites. Et il y en avait peu, tu vois. Il y avait genre 50 questions et moi j'en avais fait genre 11, tu vois. Et normalement, dans mes prévisions, en maths, je devais avoir 16-17. Et là, c'était sûr que non. Et je sors et je vois qu'il a à peu près le même nombre de questions entourées et ça me rassure, tu vois. Ouais. Et lui, il était meilleur que moi en maths. Et je lui dis, ah putain, je suis rassuré, t'as fait comme moi, t'as fait 12-14 réponses. Et il me dit, non, moi j'ai entouré ce que j'ai pas fait, tu vois. Et là, t'es genre le 4e jour des concours.
t'as raté les maths. Si t'as raté les maths, t'as raté HEC. C'est logique, tu vois. Et donc, du coup, je me souviens très bien que j'ai passé la voiture retour à pleurer. C'était la pause déj, j'ai fait que pleurer, mes concours s'arrêtent, fin de l'histoire. Et sauf que derrière, t'es attendu à 14h pour une épreuve, je sais pas moi, contraction de texte ou je sais pas quoi. Et je trouve que ce dont on parle pas assez, le but c'était pas de raconter ça, mais c'est la capacité à repartir de zéro à chaque épreuve. Parce que si j'avais arrêté mes concours là, moi je pensais que j'avais 6, en fait j'ai eu 10 et en fait ça a suffi. Mais si j'avais arrêté là, en fait c'était fini. Et ça, pendant 1 mois et demi ou 1 mois, je sais pas comment c'est possible, parce que c'est des épreuves qui sont méga dures, et peut-être tu vas me le confirmer, mais tu sors pas des épreuves en disant j'ai réussi. Jamais. Enfin, même quand. Enfin, c'est impossible. Je suis entièrement d'accord avec toi, et si j'ai peut-être un conseil à donner à ceux qui vont passer des concours ou qui pensent un peu au concours, c'est qu'en fait, le match n'est pas fini tant que la cloche elle a pas sonné. C'est littéralement ça. Chaque épreuve est indépendante des autres, et chaque épreuve est une course au point. Donc, vous avez 4 heures pour gagner le plus de points possible, et de toute façon, comme tu l'as très justement dit, tout le monde rate. La question, c'est est-ce que tu as raté plus ou moins que les autres. C'est ça. Tu vois, je repense à Polytechnique, il y a 2 épreuves qui sont assez symptomatiques de ça. La première, c'est les maths, c'était la première épreuve. Donc, tu commences les concours. Tu commences ta maths Polytechnique, c'est le Graal, quoi. Ouais, c'est dur, tu sais que ça va être dur. J'ai rien compris. J'ai rien compris. La pire épreuve de tous mes concours, il se trouve qu'après, j'ai eu 7,2 sur 20, donc c'est quand même, j'ai bien raté. Et je me rappelle très très bien, lundi à midi, j'appelle ma grand-mère et je dis, bon, voilà, j'ai passé le Polytechnique, j'ai essayé, j'ai raté, c'était intéressant, je l'aurais pas. Maintenant, je me concentre sur les vrais concours, ceux que je pense pouvoir avoir. Mais alors vraiment, j'ai rien compris. Je crois que j'ai fait 3 questions. Enfin, tu sais, c'est quand tu vas au bout du sujet et que là, tu te rends compte en fait, il reste 2 heures et tu dis, on va refaire le tour. Enfin, c'était une catastrophe, c'était une purge. Et la deuxième, c'est... j'ai fait 3 questions, j'ai quand même eu 7. Normalement, avec 3 questions, tu as plutôt 2, 3. Donc, c'était assez dur. C'était les physiques. La physique, c'était un livre. C'était sur un sujet d'induction, donc typique, les plaques à induction. Et c'était vraiment un livre. C'est-à-dire qu'il était agrafé. Je crois que c'était un livre, tu le feuilletais. Et là, c'était un sujet un peu de vitesse. C'est-à-dire que c'était pas extrêmement compliqué, contrairement aux maths. C'était extrêmement long. Il fallait être juste et efficace et rapide. J'ai même pas atteint la moitié du sujet. Pour te dire, je me rappelle, au milieu, il y avait les agrafes, là. Quand ça a sonné après 4 heures, en fait, il me restait 2 pages pour aller jusqu'aux agrafes. Je me suis dit, là, j'ai probablement un peu raté. Il se trouve que j'ai eu 20 sur 20. C'est-à-dire que je pense que la plupart des gens avaient probablement aussi raté, mais encore plus que moi. C'est-à-dire que personne n'est arrivé probablement à la moitié, sauf certains génies. Et j'avais peut-être fait 33% du sujet, là où certains avaient fait 25, et ça a fait 20 sur 20. Ce qui fait qu'au final, j'ai passé les écrits, et c'est passé comme ça. Ouais, c'est trop intéressant. Nous, on s'était promis en tant que copains de ne pas se parler des réponses, de ce qu'on avait fait, etc., pour éviter justement ce coup psychologique que toi, tu as eu. Et je pense que c'est délétère, parce que de toute façon, l'épreuve, elle est passée. Donc autant que tu sois dans le meilleur mindset possible, de combattant, de dire, allez, on y va, c'est reparti. Maintenant, c'est la physique, maintenant, c'est l'anglais, maintenant, c'est le français, ou la contraction de texte, et pas... arriver en boitant entre guillemets à l'épreuve parce qu'on sait qu'on a foiré l'épreuve d'avant et que de toute façon c'est perdu, et puis de toute façon j'y arriverai pas, et puis de toute façon c'est trop dur. Ouais, et de toute façon on est hyper mauvais pour s'analyser. Alors toi c'est des matières peut-être plus mathématiques, nous il y avait aussi beaucoup de matières entre guillemets de rédaction. Bon, est-ce que ta copie elle vaut 12, est-ce qu'elle vaut 16, est-ce qu'elle vaut 18? Bon, ça dépend de la copie d'avant, de la copie d'après. Moi je dis toujours, est-ce que le correcteur il est dans un bon mindset, est-ce qu'il s'est engueulé avec sa femme ou est-ce qu'elle s'est engueulée avec son mari? Il y a tellement de paramètres. Toi t'es là, tu fais ton match et ensuite t'avances et tu passes à autre chose. Donc ça, t'as tes concours. Ensuite, ça commence à devenir concret parce que tu es admissible à Polytechnique. Déjà, c'est pas tout le monde. Non, ça c'est une grosse surprise. C'est un exploit. C'est une grosse surprise, surtout avec mon expérience du 7,2 en maths là, que je suis pas prêt d'oublier. T'as peut-être la pire note de tes admis. Moi, je m'étais dit ça. Je crois que je suis dans les derniers de mes admis en maths de ma promo. Je pense que tu dois pas être loin, non? Ouais, c'est pas impossible. Du coup, c'est une grosse surprise et... remarque, on était beaucoup à s'être fait bananer en maths. Et je suis rentré pas si mal classé, donc peut-être. Non, mais c'est possible. Franchement, c'est possible. Parce que les matières où j'étais fort, la physique, la science de l'ingénieur, etc., se sont très très bien passées. Ouais. Donc là, je suis admissible. Donc là, je me dis, oula, il y a un mix de... tu veux pas commencer à espérer parce que tu sais qu'il y a peu de chances que tu l'aies, mais tu veux espérer assez pour te donner les moyens d'avoir une chance, entre guillemets. Donc, de toute façon, ça ne changeait rien à la préparation. J'étais admissible au concours des mines qui est commun et je ne suis plus à quelques centrales Paris, centrale Lyon. Donc en fait, ça n'a pas changé ma préparation. Ça m'a rajouté une note de boost en me disant, tiens, j'avais l'impression de m'être raté partout. En fait, probablement pas tant que ça. Je crois que c'est peut-être les 10 ou 8% les mieux classés à l'écrit qui sont admissibles. Donc ça n'a pas changé grand-chose à ma motivation ou à ma préparation. Et les oraux, c'est une épreuve en soi ou c'est... Ouais. C'est assez rapide, enfin c'est comment? C'est assez dur. Alors déjà, tu repars sur un marathon et là, donc ce qui se passe, c'est que les oraux sont en série. Je crois que pour Centrale, par exemple, tu as 4 séries. Une série, c'est une semaine. Et tu es noté
par rapport à ta série. L'idée, c'est d'être juste, parce que les gens qui passent en série 4, ils ont eu 3 semaines de révision en plus que les autres. Donc l'idée, c'est de ne pas être trop... Parce qu'il y a un moment, ça prend du temps de faire passer les euros. Donc tu t'es noté par rapport à ta série. Ah, c'est pas con. Donc, alors après, il y a des considérations. Moi, je m'étais fait, entre guillemets, avoir, parce qu'à l'X, j'étais en série 1. Donc j'ai eu 3 semaines entre mes écrits et mes oraux. C'est quand même très court. Et j'étais en dernière série pour je sais plus les mines, ce qui fait que mes vacances ont commencé mi-août, quoi. Et les oraux, c'est une épreuve en soi. C'est très, très différent des écrits, parce que c'est plutôt une discussion. L'idée, c'est de prouver face à l'examinateur ta qualité de réflexion, ta capacité à changer d'avis aussi, ta qualité à prendre des retours. Et là, il y a un aléa de chance qui est beaucoup plus grand. Parce qu'en fait, tout le monde ne passe pas avec les mêmes exercices. C'est très facile de perdre ses moyens sur le moment. Et c'est là que l'école qu'on passe en classe prépa nous aide beaucoup. Oui, et la chance aussi de est-ce que, enfin, tout simplement, le jury, il a bien aimé ta tête, pas aimé ta tête, il a dit bonjour, il n'a pas dit bonjour, quand il m'a donné sa carte d'identité, il a fait ceci, cela. En fait, il y a tellement de milliards de paramètres que nous, c'est les conseils qu'on donne toujours, c'est fais ton truc, essaie de pas te préoccuper de ce sur quoi tu n'as pas de prise, quoi. Toi, tu as de la prise sur ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, et le reste, on verra, quoi. Donc toi, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, et je réitérerai mon conseil aussi. Chaque oral, comme chaque écrit est indépendant les uns des autres, les oraux peuvent être encore plus perturbants, parce que rater un oral, déjà, tu as un gros moment de vide. Tu es face à un examinateur qui parfois est pas sympa et te montre que tu es en train de rater, ce qui n'est pas le cas d'une feuille blanche, même si c'est un peu lié. Et ça peut être très, très perturbant. Et là aussi, en général, un petit sandwich sur l'escalier, puis c'est reparti pour après. La question à se poser, c'est est-ce que ruminer ce qui s'est passé le matin, probablement mal passé, ça va t'aider l'après-midi? Non, au contraire. Donc vraiment, segmenter les choses. L'oral du matin s'est bien passé, trop bien, non, mal passé, tant pis, et on avance sur la suite, et il faut que ça continue. Trop cool. Donc là, tu réussis probablement le concours le plus dur de France, t'intègres Polytechnique, et je crois savoir que Polytechnique a comme vision un peu de vous ramener les pieds sur terre. Ouais. De vous dire, bon les gars, calmos. HEC, c'était l'inverse. Moi, je me souviens du discours d'entrée. C'était, voilà, vous avez réussi un des concours les plus durs de France. Bravo. On va bien s'occuper de vous. Vous allez occuper des postes à haute fonction, etc. C'était limite un peu genre too much. Je crois que vous, c'est l'inverse. Ouais, c'est l'inverse. Alors, le discours, il est un peu dans ce axe-là. Vous êtes l'élite, etc. On nous en sert un peu, mais il y a surtout le passage à l'armée. Polytechnique est une école militaire. Chaque élève qui rentre et ça, j'ai découvert ça après les oraux. Chaque élève qui rentre à Polytechnique signe un contrat avec l'armée, donc je suis encore sous contrat de réserve, et va recevoir une solde. Par contre, la première année à Polytechnique, enfin la majorité de la première année jusqu'au mois de mai, de août à mai, c'est militaire. Je pense que l'idée, c'est pour l'État français de se dire on va beaucoup investir. On a déjà beaucoup investi sur ces gens-là, parce que la prépa publique, le lycée public, ça coûte de l'argent, mais on va encore un peu plus investir sur ces gens-là. C'est des gens qui peuvent être amenés à des fortes responsabilités. Le PDG de Total est un X, le PDG d'EDF, beaucoup de hauts fonctionnaires aussi. Il est très important pour l'État français, pour la République, que ces élèves comprennent ce que la République peut apporter aussi, et ce brassage un peu des populations. Donc, quand tu rentres à Polytechnique, le premier jour, on te rase la tête, on te donne un treillis, et on te dit maintenant tu parles quand tu as le droit, quoi, c'est tout. Je crois que tous les ans, il y a quelques personnes, 3-4, qui se disent c'est fou, moi, qui partent à l'ENS ou à une, parce qu'ils avaient aussi ces concours-là et qui, eux, voulaient faire plus de l'académique. Ça plaît pas à tout le monde. Moi, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré ça. L'idée, c'est un peu l'équivalent du stage ouvrier dans les autres écoles d'ingénieurs, c'est de te sortir un peu de ton confort. Tu vas être ingénieur, oui, tu vas bosser dans un bureau, avoir un bon salaire, être dans le lead de la nation, tout ce que tu veux. Mais c'est important de voir un peu ce qui se passe aussi. Donc tu commences par 3 semaines de classe, où en fait c'est vraiment treillis. Tu gardes à vous avec tout ce que tu veux de cours d'orientation, de sport, etc. Et après tu choisis un peu où est-ce que tu vas passer ton stage. Tu peux le faire dans l'armée de terre, tu peux le faire dans la marine, tu peux le faire dans l'armée de l'air, tu peux le faire dans d'autres sections un peu plus spéciales. Il y a des stages dans forces spéciales, il y a des stages chez les pompiers de Paris qui sont militaires, qui sont... Mais quoi qu'il arrive, c'est militaire. Tu dis t'as le choix, mais t'as le choix dans ta branche, mais alors, c'est militaire, quoi. La majorité sont militaires. Il y a aussi des stages civils. Pour 2 raisons. Il y a des élèves qui sont antimilitaristes, qui rentrent à Polytechnique, et eux, ils n'ont pas du tout envie d'aller à l'armée. Et surtout, il y a des élèves étrangers. Il y a plusieurs catégorisations d'élèves étrangers, je ne rentre pas là-dedans, mais il y en a qui rentrent dès le début. Eux, ils ne peuvent pas rentrer dans l'armée pour des raisons de sécurité nationale. Donc eux, ils ont des stages, entre guillemets, civils. Et je dis civils parce que ça secoue un peu. Tu vois, c'est prof de maths en prison, par exemple. Hein. Donc c'est des stages qui sont aussi faits pour t'ouvrir un peu les yeux, de sortir, quand ça a été le cas pour certains, de ton Paris 16e ou Louis-le-Grand, chez papa-maman qui font la lessive, et ça te remet les idées en place. Je sais que quasiment tous ceux à qui j'ai parlé ont adoré l'expérience, et se sont dit, ok... Moi, tu vois, par exemple, je prends mon exemple, j'ai toujours été en public. Collège public, lycée public, prépa public. Je me sentais pas particulièrement privilégié. J'avais pas été dans des lycées privés, catho, ou ces choses-là.
Ce stage m'a permis de réaliser que si, j'ai été privilégié. J'étais privilégié parce que j'étais avec des parents qui étaient ensemble, qui étaient là pour m'aider, pour faire mes devoirs, du moins au début, parce qu'après en prépa, ça devient plus difficile pour eux. Et dans un cadre où on m'a tout donné pour réussir, malgré le fait de ne pas avoir été dans... Ce qui, toi, dans ton environnement, t'as l'air d'être un peu comme tes petits copains et tout, et en fait, dès que tu dézoomes, en fait, t'es dans un très faible pourcentage de gens, et donc c'est ça que t'appelles privilégié. C'est pas forcément au sens ultra riche, mais c'est au sens où t'as tout eu pour réussir, en fait. Exactement. Et ça m'a ouvert les yeux. Même s'il n'y avait pas des faits qui te disaient, tiens, t'as été dans tel lycée privé hyper coté, machin, etc. Ça m'a un peu ouvert les yeux sur ça. Et surtout, ça te permet de t'aérer l'esprit après 2 voire 3 ans à faire des maths et à manger des biscuits dans ton bureau jusqu'à 23 heures. Donc, moi, j'ai adoré. J'ai passé 3 mois à Saint-Cyr à l'armée de terre, du coup. Puis après 6 mois dans un régiment parachutiste en tant que lieutenant. Et ouais, ça t'ouvre les yeux. Et donc aujourd'hui, techniquement, t'es toujours soldat de réserve. C'est comme ça que ça marche ? Je crois. Après, si on décide d'envoyer les X au front, c'est que vraiment, on n'est pas dans une bonne situation. Non, mais symboliquement, c'est quand même intéressant. T'as un attachement quand même à l'armée encore, quoi. Et pour partager un peu d'opinion, j'avais pas forcément d'opinion très tranchée sur le service militaire. Là, j'aurais tendance, après cette expérience-là, à te dire je suis plutôt pour. Ça m'a permis de rencontrer des gens dans des situations différentes. Me rendre compte aussi que l'armée, ça sert à brasser, ça donne aussi une voix. Ça apporte un cadre à des gens qui n'en avaient pas forcément, qui auraient peut-être pris d'autres voies, on va dire, moins légales, si ça n'existait pas. Et moi, ça m'a assez convaincu de ça. Ouais. Ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Ok. Donc là, tu as fait t'as des cours en parallèle ou tu n'as rien non, tu es en régiment, quoi. T'es treillis Rangers pendant 8 mois, quoi. Garçon, fille, quelle que soit la condition physique. Garçon, fille, alors quelle que soit la condition physique, ça dépend. Les stages les plus prestigieux, entre guillemets, et les plus durs sur le plan physique sont soumis à des tests. Par exemple, pour les pompiers de Paris, mais les pompiers, ça rigole pas. Les pompiers, tu vois, je sais pas si tu vois les espèces de camionnettes rouges de secours à la personne que tu vois dans Paris. Ouais. En fait, t'es chef du camion, donc t'es chef d'une équipe de 4, et tu vas sur des accidents, des attaques au couteau, tu vas sur des malaises. Enfin, j'ai parlé à pas mal de mes collègues qui ont fait des stages en pompiers. Ça secoue, franchement. Parce que c'est pas comme un stage traditionnel où on dit le stagiaire, on va pas le mettre direct sur cette mission. Là, il y a un accident de la route, il n'y a pas de tri de qui on envoie, quoi. Ah non, pas du tout. Et c'est pour ça qu'il faut que tu sois apte physiquement. Tu vois, parachutiste, par exemple, alors déjà, tu peux ne pas être apte parce que tu as des problèmes de dos, etc. Mais en plus, il y a des tests physiques assez durs de traction, pompe, course. Ils te font courir, je crois, 10 km en Treillis Rangers avec un sac à dos lesté, etc. Parce que c'est dur. Parce que c'est dur et parce que tu es en régiment et qu'on ne te fera pas de cadeau, malgré le fait que tu sois le petit jeune. Et il faut que tu tiennes la route, quoi. C'est hyper intéressant philosophiquement. Donc tout ça pour te remettre les pieds sur terre. Et ensuite, tu arrives du coup 2e année, qui en fait est ta première. Et là, tu suis les cours, quoi. C'est ça. Tu rentres sur le campus en mai de ta première année. Donc tu ne fais pas exactement une année complète à l'armée. Et là, tu as ce qu'on appelle le tronc commun. C'est-à-dire que tu as des cours, tu as un peu d'économie, un peu de maths, un peu de physique, un peu de tout. Jusqu'à juillet, quelque chose comme ça. Et après, la 2e année commence. Ok. Et pour l'instant, tout est généraliste. Ça veut dire que t'aies fait MP, que t'aies fait PC, tout ce que tu racontais tout à l'heure, tout le monde est mélangé. Les spécialisations, elles arriveront plus tard. C'est ça. Tronc commun, c'est imposé. Il y a un peu de tout. 2e année, tu choisis tes cours, mais libre à toi de faire n'importe quoi. Enfin, moi, j'ai pris des cours de bio qui m'intéressaient en dynamique des écosystèmes. J'ai pris des cours de météo, d'économie, de sciences de l'ingénieur. J'ai pris des cours de mécanique des fluides et d'informatique. Enfin, tu vois, vraiment, j'ai fait n'importe quoi. Et en 3e année, tu te spécialises un peu sur le modèle américain, c'est-à-dire que tu prends une majeure, et là, tu vas dire, moi, j'ai envie de m'orienter un peu plus vers la mécanique des fluides, et là, tes cours vont plutôt s'orienter vers ça, et tu n'auras pas le choix d'aller prendre l'opposé complet, quoi. Et toi, tu as fait quoi comme spé ? Entrepreneuriat. Ok. Ce qu'ils appelaient innovation technologique. Donc, tu avais déjà cette fibre un peu école de commerce qui, derrière, que tu vas un peu concrétiser, mais tu n'étais pas l'ingé X au sens... comme tu disais tout à l'heure, ceux qui vont bosser en automobile ou en aéronautique. Non, parce que tu fais beaucoup de stages, c'est-à-dire qu'entre ma 2e et ma 3e année, donc avant que tu choisisses cette majeure-là, j'ai fait un stage chez Thales. Donc une fois arrivé à Polytechnique, je me suis quand même posé la question de maintenant que je ne fais pas être pilote, qu'est-ce que je fais de ma vie ? Parce que je pense beaucoup d'élèves qui sont à Polytechnique Centrale, les mines, éventuellement HEC aussi, se posent un peu ces questions-là, parce qu'on a toujours été avec des œillères en disant... rentre en prépa parce que c'est là où vont les bons élèves, prends la meilleure école possible parce qu'après tu verras. Mais là, la question, elle arrive. Et je pense que j'ai aussi un peu entrepreneuriat qui portait des valeurs qui me plaisaient bien, et je pense qu'on y reviendra après. Et industrie et aéro, une famille un peu aéro, etc. Donc j'ai travaillé 3-4 mois pour Thales aux US.
Et en fait, ça m'a pas plu. Enfin, c'était une très bonne expérience, mais des projets qui durent 20 ans. On travaillait sur un module pour permettre aux avions d'avoir le haut débit en vol. Donc d'avoir Netflix un peu dans les avions, etc. Super, mais qui va arriver en 2035-2040, où tu es 2000 sur le projet. Et en fait, moi, j'ai vraiment le sentiment un peu latent que je fasse un bon travail ou un mauvais travail. En fait, ça ne changera rien. Et du moins, en début de carrière, j'ai envie d'avoir un peu plus d'impact et de me sentir un peu plus responsable de mes propres actes. Hyper intéressant. Donc, Thales, ça te montre, bon, c'est une bonne expérience, mais ça te montre que tu n'es pas fait pour les grands groupes. Ouais. Et tu commences petit à petit à te faire à l'idée que soit taille intermédiaire, soit start-up. C'est ça, et c'est ce qui a motivé mon choix pour aller dans une majeure, on va dire, d'innovation technologique plutôt que mécanique des fluides, ou comme j'ai plein de copains qui ont fait, qui après sont allés à Super Héros et qui maintenant sont chez des Airbus, Safran, et qui font des moteurs d'avion, par exemple. Okay. Donc, innovation technologique, c'était passionnant. Ça fait un peu peur parce que tu as tendance à te dire, bon, putain, j'ai quand même cravaché, j'ai fait 2 ans de prépa, je suis à Polytechnique, à chaque fois que je dis que je suis à Polytechnique, tout le monde fait waouh, etc. Je pourrais aussi me reposer un peu sur mes lauriers et aller, je sais pas, moi, profiter d'une voie, on va dire, préférentielle pour entrer en cabinet de strat, par exemple, pour prendre des choix un peu moins risqués. J'ai décidé de me mettre un peu en danger. C'est un truc que j'ai appris à faire. Le choix qui te fait un peu peur est en général le bon choix pour toi. C'est un truc que j'ai un peu appris. Et du coup, je me suis dit, bah, t'as envie de te mettre en danger, vas-y, quoi. Vas-y, montre un peu ce que t'as dans le ventre. Et donc, j'ai passé 1 an à travailler sur des projets, discuter d'innovation technologique. Je me rappelle, j'ai eu un super cours sur... alors, ça peut paraître un peu original, mais sur l'évolution des écrans plats, sur les différentes technologies d'écran. Et c'est un très bon cas d'usage. J'avais des business cases aussi sur d'autres choses, sur Tesla, sur Delta Airlines. Très intéressant en demeurant, mais qui te permet de commencer à te dire aussi, moi, je vais rentrer un peu plus dans le moule de comment monter une boîte, comment monter un projet, comment faire en sorte que quelque chose marche, etc. Au-delà de mon background de très sciences, physique, etc. Quoi. C'est pas encore la majeure entrepreneur, si? C'est ça dont tu parles? Non, c'est après ça encore. Ok, donc tu as d'abord une majeure interne à Polytechnique, ouais. Dans laquelle tu te sensibilises à l'entrepreneuriat, et ensuite tu fais l'extra step, le pas supplémentaire, ouais. C'est de rejoindre HEC Entrepreneur. Exactement. Donc, Polytechnique, c'est une des seules écoles, je sais pas si c'est la seule, mais c'est une des seules écoles en 4 ans, et pas 3, comme le format actuel. En général, c'est 2 ans de prépa officiellement, 3 ans d'école, ce qui fait que tu as un Master 2 en sortie. Ouais, classique, ouais. Polytechnique, c'est 4 ans. Je pense en partie parce que la première année, tu la passes à courir dans la boue. Ouais, déjà, donc, ça explique. C'est pas forcément des crédits ECTS au sens où on peut l'entendre. Et en général, Polytechnique te demande un double diplôme après, quel qu'il soit. Donc, ce qui avant s'appelait il y a longtemps une école d'application, là, on appelle plutôt ça comme un double diplôme. Ça peut être fait n'importe où. Enfin, il faut que ce soit cohérent avec ton parcours. Mais tu vois, mes amis qui ont fait plutôt de la mécanique des fluides, ils sont allés à Super Héros. Très logique. J'ai des copains qui ont fait de l'économie à la London School of Economics. J'ai des copains qui sont allés... C'est aussi l'occasion d'aller un peu à l'étranger, étudier à Montréal, étudier au MIT et faire la computer science ailleurs, etc. J'en ai qui ont fait des maths fondamentales à KTH à Stockholm. Enfin, il y a un peu tous les profils. Et alors nous, il y en avait un qui était un peu en innovation technologique, qui était un peu évident. C'était le master d'innovation technologique de Polytechnique en partenariat avec Berkeley. Donc le deal, c'était tu restes à Polytechnique, mais la moitié de l'année, voire les 2 tiers de l'année, tu vas les passer à San Francisco en partenariat avec Berkeley, à essayer de monter un peu ton projet entrepreneurial aussi et à prendre un peu le fil de comment est-ce qu'ils montent des boîtes là-bas, parce que c'est vrai que c'est un écosystème un peu particulier. Donc c'est hyper humble aussi de la part de l'école. Polytechnique pourrait se dire je suis la meilleure école de tout. Et donc cette notion de vous envoyer faire des doubles diplômes, c'est aussi une forme d'humilité, de dire bon bah voilà, Polytechnique c'est cool, mais il y a d'autres choses qui existent. Je trouve ça hyper intéressant philosophiquement. Et toi du coup, tu es dans le cas particulier où en fait tu vas pas dans une autre école, mais tu vas dans une école en partenariat, donc Berkeley. Et sauf que tu tombes pile l'année où ça fusionne avec HEC, c'est ça? Tout à fait. Donc en fait, moi je suis rentré en juin, on m'a dit bah c'est bon, tu es dans le master, félicitations, tu rentres dans le master Polytechnique et Berkeley sur l'innovation technologique et l'entrepreneuriat. Et on reçoit un mail en juillet ou en août où on dit bah en fait il y a HEC qui vient aussi. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Voilà. Donc c'était un peu rock'n'roll au début parce que c'était un nouveau master qui s'est créé, donc le format a un peu changé. Mais HEC s'est migré et ça nous a apporté beaucoup en termes de diversité de profils aussi. C'était pas que des X, on va dire, qui voulaient aller à Berkeley, c'était aussi des gens d'HEC, des gens de Passerelle, des gens de Sciences Po aussi, et c'était super intéressant. Ok, donc là tu fais ton master à HEC, donc là tu es mélangé avec des gars, comme tu dis, qui n'ont pas le même background. C'est hyper propice à rencontrer des associés, j'imagine. Toi qui es dans ton optique là, de dire je veux des responsabilités, tout ça, ça peut être aussi l'occasion de monter ta boîte en fait. Tout à fait, et d'ailleurs c'est ce que le master te pousse à faire. Le master te pousse à te dire, alors soit viens avec ton idée, ton projet si tu en as déjà un, soit tu trouveras des cofondateurs et tu vas brainstormer pour en trouver. Et ensemble, vous allez construire cette idée. Et nous, avec le master, on va vous donner
on va vous aider via des cours, mais via un réseau, via des intervenants aussi, pour vous aider à monter ce projet-là, quoi. Et donc toi, tu arrives avec quel mindset? Tu as une idée, tu n'as pas d'idée, tu veux entreprendre? Alors il y a eu un léger raté dans la perception entre Polytechnique et HEC à la fusion, c'est-à-dire que Polytechnique nous disait, parce que c'était le cas d'avant avec Berkeley, tu viens avec ton cofondateur, ton idée, et hop, c'est parti, on avance. Et HEC, c'était plutôt, parce que les gens ne se connaissaient pas avant, c'était plutôt de dire, viens, tu vas rencontrer des gens, tu vas trouver une idée, tu vas monter un projet, ça va bien se passer. Mais du coup, il y avait un décalage d'avancement entre les X et on va dire ceux qui venaient plutôt par HEC, où en fait ceux d'HEC, ils étaient un peu en se disant, bah tiens, on va faire connaissance, etc. Et nous, les X, on disait, bah non, attends, on est là pour avancer, on a notre projet, notre idée, ça ne nous intéresse pas d'aller faire des activités de cohésion, on va avancer. Donc on s'y est mis quand même, on a un peu boudé, mais on l'a fait. Et c'était super intéressant. Mais nous, on était dans l'optique de monter un projet complètement. Ce qui, en tant que tel, est un peu dommage, mais après, ça a peut-être changé parce que c'était peut-être les réglages. Mais ce qui est intéressant, c'est de mixer des profils. Moi, je me souviens que dans ma promo, il y avait des pharmaciens, il y avait des neurosciences, il y avait des Sciences Po, etc. Ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir cette diversité. Si tu arrives et que tu as déjà ton projet, etc., tu profites moins de cet écosystème un peu mixte, quoi. Oui, alors complètement. Et je pense que c'est probablement une des raisons qui a amené le master enfin, les deux masters, on va dire, à se fusionner. Et je pense que c'est extrêmement positif et c'était une très bonne chose, même si j'avais un peu du mal à le voir sur le moment. Logique. Le fait est que malgré tes études, etc., les X, on est quand même un peu tous le même profil. On reste des gens qui sont des bons élèves sur le plan scientifique, qui sont passés par des classes prépa, qui ont fait une école d'ingénieur, qui est d'ailleurs la même. Donc tu es un peu dans un moule. Et je pense qu'il y a beaucoup de valeur dans la diversité. Que cette fusion-là nous a énormément apporté. Ouais, ça, c'est clair. Donc là, toi, tu es dans l'optique de monter ta boîte. Est-ce que tu le fais finalement ou pas? Je fais un début. D'entrepreneuriat. Donc on commence à réfléchir, on va parler à des gens, on commence à construire le projet. On a beaucoup pivoté parce qu'on avait une idée qui était intéressante, mais qu'on n'arrivait pas à monétiser. En 2 mots, on voulait utiliser des embryons d'IA. Alors c'était avant ChatGPT & Co, donc c'était un peu plus niche à l'époque, pour t'aider en fait à trouver des recettes et faire un peu le livre de recettes sur la base de ce qui te reste dans ton frigo. Le truc idéal, c'était que tu prends une photo de ton frigo et ça te dit, bah tiens, avec ce que tu as, si tu achètes une tomate, tu peux te faire cette recette-là qui est sympa. On n'arrivait pas à le monétiser, donc on a beaucoup tourné autour du projet. Finalement, on s'est dit, on va faire un truc un peu différent, on va révolutionner l'expérience d'achat en ligne. Je sais pas si tu as déjà fait des courses sur les sites de Auchan, Leclerc, etc. C'est une tannée, il faut scroller à travers les 50 pages de briques de lait. Et en fait, on se disait, mais en fait, ça serait plus sympa si on rentrait combien on est dans le foyer, des allergies éventuellement, etc., des préférences. Et qu'après, en fait, on choisissait des recettes, ça compilait la liste. Et en fait, en 2 mots, ce qui s'est passé, c'est qu'on a découvert qu'il y avait quelqu'un qui faisait déjà ça, une boîte qui s'appelle Joe, J-O-W, qui avait 1 an et demi d'avance, qui avait déjà levé des fonds, etc. Et mon associé a décidé que ça le faisait moins marrer, on va dire, de ne pas créer quelque chose de complètement nouveau. Et moi, je n'avais pas forcément envie de me lancer dans le projet tout seul. Donc, on a arrêté ça en fin d'année. Donc, finalement, je n'ai pas monté ma boîte. Donc, tu as quand même eu un peu la galère de l'entrepreneur. C'est peut-être aussi l'occasion de rappeler qu'entreprendre, c'est aussi beaucoup de galères. C'est pas que le côté cool de venir faire des podcasts et de raconter qu'on est une licorne, mais c'est aussi des galères, des problèmes de trésor, des problèmes de le produit qui ne marche pas, le client qui dit non, tout ça, quoi. Ah, complètement. Et d'ailleurs, je pense que les vrais mondes de l'entrepreneuriat, c'est pas celui qu'on voit sur LinkedIn. C'est ceux qui passent du temps sur LinkedIn, c'est ceux qui estiment que c'est très très important, qui sont déjà une certaine partie entrepreneurs, ou ceux qui peuvent se le permettre, c'est-à-dire des entrepreneurs pour qui ça va pas trop mal. Et c'est la vraie galère de l'entrepreneur, c'est prendre ton carnet, ton stylo, aller parler à des gens dans la rue pour savoir si est-ce qu'ils seraient prêts à faire ça. Donc il y a un super bouquin qui s'appelle The Lean Startup j'ai oublié le nom de l'auteur. Moi aussi, ça m'échappe. Tu nous mets sur le prototype. C'est pas grave, tu nous mets en porte-à-faux là. Je crois que c'est Eric Rice, je crois. J'ai un doute. Mais qui est super intéressant sur ça, qui développe plusieurs manières de faire du prototypage, donc on avait beaucoup bossé avec ça. Mais oui, j'ai connu un peu cette galère-là, toute proportion gardée. Je ne suis pas allé jusqu'à créer ma boîte et commencer à gagner de l'argent avec, etc. J'ai des copains qui l'ont fait, mais j'ai connu un peu ça et c'était très, très formateur. Ok. Et un sujet dont on n'a pas parlé, qui est très important, c'est que normalement, quand tu t'engages avec Polytechnique, tu as un système qui s'appelle la pantoufle. Ça veut dire que tu t'engages à travailler 10 ans pour l'État. Oui. Enfin, corrige-moi si je dis une connerie. Et si tu ne travailles pas 10 ans pour l'État, tu dois rembourser ta scolarité. C'est ça. En fait, quand tu rentres à Polytechnique, j'en ai parlé brièvement, tu signes un contrat et tu passes sous contrat d'élève officier, je crois que c'est ça le titre. Ce qui fait qu'en fait, tu reçois une solde. Donc tous les mois, tu reçois, je crois, entre 600 et 700 euros. Tu payes des impôts dessus si c'est imposable. Et c'est l'argent avec lequel, c'est ton argent, tu fais ce que tu veux avec. Le fait est que cette solde-là, si tu ne travailles pas pour l'État, tu dois la rendre au bout d'un moment, une partie. Ils sont quand même assez rigolos dans le fait que, par exemple, l'année que tu passes à l'armée, tu ne la rembourses pas. Ils considèrent que là, tu as fait quasiment un service militaire, c'est pas de l'argent que tu dois rendre si tu ne travailles pas pour l'État. Mais après tes études à Polytechnique, tu dois un certain nombre d'années à l'État, parce que l'État a beaucoup investi sur toi.
Et si tu ne le fais pas, tu dois rembourser l'argent que tu as perçu sur ces 3 années à recevoir une seule. Ce qui revient en tout à peu près, bon, il faut voir avec l'ajustement de l'inflation, mais je dirais à peu près entre 30 et 35 000 euros. Moi, je vois plutôt ça comme un prêt à taux zéro. Et je pense que l'idée, c'était aussi d'éviter qu'il y ait parce que c'était le cas avant, des X qui sont payés pendant leur scolarité sur l'argent de nos impôts, parce que c'est comme ça que c'est fait, et qui après, en fait, vont utiliser le diplôme de l'X pour aller travailler chez Huawei en Chine, chez Rothschild à Londres, etc. Et en fait, la valeur de ce profil-là ne va pas bénéficier à la société française. Okay. Donc, c'est pas interdit que ce soit le cas, mais si c'est le cas, à ce moment-là, on rend l'argent qui a été fait. Donc, si tu travailles, tu as 5 ans pour commencer à travailler pour l'État, et tu dois 10 ans. Si tu fais 8 ans et qu'après tu pars dans le privé, tu rembourseras que 20% de cette somme-là. Mais oui, il y a un prorata qui s'applique, mais je me mets à ta place, c'est quand même un choix de décider d'aller dans le privé, donc c'est un choix aussi économique, et donc de faire ses arbitrages, etc. Donc voilà, je voulais juste faire une parenthèse là-dessus. Là, ta boîte ne marche pas, et en tout cas, tu décides de l'arrêter, quoi, plus concrètement, et donc il s'agit de trouver un job, quoi. Tout à fait. Et alors là se pose, après que je sois rentré à Polytechnique, se pose le deuxième moment où je dis, bon, alors Adrien, maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie? Parce que je ne vais pas être pilote de ligne, je ne vais pas monter ma boîte, enfin, du coup, pas maintenant. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ton temps pour apprendre? En fait, je pense qu'il y a une question qui est très, très importante à se poser en début de carrière, c'est qu'est-ce qu'on veut optimiser? Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est le salaire? C'est OK que ça le soit. Est-ce que c'est de bosser dans une boîte cool et que quand je suis à un dîner le soir et que je dis que je travaille chez quelque chose, on dit « Waouh, trop stylé ». McKinsey, par exemple. McKinsey, Google, Spotify, ce que tu veux. Est-ce que c'est le fait d'apprendre? Est-ce que c'est l'équilibre vie pro, vie perso? Et en fait, moi, je veux un salaire et pouvoir profiter de mon temps parce que c'est comme ça que je valorise aussi mes années, on va dire, entre 25 et 35 ans. Donc, il y a un peu tout ça. Moi, je voulais optimiser pour l'apprentissage. Je n'avais pas forcément envie de travailler le moins possible. Je n'avais pas forcément envie de gagner le plus d'argent possible maintenant. Donc, je me suis un peu posé cette question de comment est-ce que je peux faire. Et là, il y avait 2 voies, en tout cas, que je voyais qui s'offraient à moi. Soit je remontais une boîte. Je retrouvais un cofondateur, je retrouvais un projet, un marché et je me relançais dans autre chose. Garde en tête que je sortais de Polytechnique et HEC, qui sont 2 écoles généralistes, donc j'étais quand même expert de rien. Et à 24 ans, quand même très, très vert sur certains aspects, où je me mettais dans le monde du travail, je me mettais un peu en danger dans le sens où je sortais un peu de ma zone de confort et je n'allais pas faire, entre guillemets, un G dans un bureau d'études où on allait un peu tout me cadrer. Et j'allais un peu dans la jungle pour recommencer à me former, etc. Je l'ai aussi fait en me disant en tête, à un moment, je vais probablement remonter ma boîte parce que là, j'ai un peu l'impression de ne pas avoir vraiment essayé et c'est un peu une frustration. Je gardais en tête que la plupart des gens qui montent des boîtes qui marchent, entre guillemets, après ça dépend de la définition de succès, en fait, c'est des gens qui... C'est pas le mythe du drop-out de HEC, etc. Oui, il y a eu Mark Zuckerberg, etc. Ça reste très très rare. Je crois qu'en France, on a Doctolib, mais qui est d'un ancien de HEC qui a fait ça juste après. Payfit, je crois que c'était pareil un peu avec un X, mais ça reste assez rare. Et en fait, pour avoir parlé avec des amis VC, ce qu'eux me disent, c'est que les boîtes qui marchent, c'est des boîtes de gens qui ont 30, 35, éventuellement 40 ans, qui ont eu le temps de voir comment marche une boîte, qui ont eu le temps de faire des erreurs et d'apprendre, mais étant salariés, qui ont développé une expertise, un réseau, des connaissances et qui vont les mettre à profit pour monter un projet dans lequel ils croient. Moi, un peu moins naïf qu'une boîte en sortie d'école, même si je ne dis pas du tout qu'une boîte en sortie d'école, ça ne peut pas marcher. J'ai des copains qui d'ailleurs s'en sortent très très bien. Donc je me suis dit un peu, si je remonte un projet, je risque, c'est pas une fatalité, mais je risque de monter une boîte un peu zombie, c'est-à-dire que je vais faire beaucoup d'erreurs, ça va prendre 3-4 ans à galérer, pour éventuellement que ça marche ou pas. Je me suis dit, si je dois faire des erreurs, autant les faire et être payé à les faire, en gros. Et donc, je suis rentré dans une boîte. Il y a un de mes profs d'HEC qui m'a dit, tiens, tu devrais parler à ce mec-là, il est intéressant. Et c'était le PDG du groupe Faubourg, qui est une ETI passionnante dans le milieu de l'automobile. Rien à voir avec les startups. Une boîte rentable qui lève de la dette pour se financer, pour financer sa croissance, qui a un business qui tourne autour de la location de voitures, des carrosseries et la vente de pièces auto, globalement. Okay. Mais j'ai dîné une fois avec le PDG Mohamed Aouar, et ce mec-là est exceptionnel, a une vision exceptionnelle, et m'a embarqué dans le projet. Je suis rentré en tant que Chief of Staff, qui est un profil assez flou, mais très intéressant pour justement les... Quand le nom il est en anglais, c'est souvent flou. Enfin, c'est une règle un peu d'or, quoi. C'est vrai, et Chief of Staff, vois-le comme directeur de cabinet, à peu près. Donc tu reportes directement au PDG, t'es pas un vice-président, t'es pas un DG de quoi que ce soit, ça peut le devenir après. Et la définition,
s'il y en a qui sont intéressés par ce job-là, dépend énormément de la boîte et du PDG de la boîte. C'est ça. Il faut le garder en tête. C'est ça. Et aussi, j'imagine, ce qui est pas mal dans ce genre de poste, c'est que tu peux aussi un peu modeler ton poste selon là où tu es fort, selon ce que tu as envie de faire. Comme tu vois tous les projets, en fait, j'imagine, tu peux un peu plus prendre le lead sur certains ou pas. Enfin, tu peux dessiner ton propre poste, en fait. Oui, c'est une position qui est assez piégeuse parce qu'en fait, t'es la voix du PDG sans le pouvoir. Donc, tu peux pas forcer les gens à faire quoi que ce soit, parce que tu n'as en théorie aucun pouvoir, tu manages personne, etc. Mais tu as l'oreille du PDG, donc tu as une position qui est très, très importante. Et les personnes qui sont chief of staff, en général, vont venir aider le PDG sur des process ou des projets complètement stratégiques pour l'entreprise, prendre des points névralgiques et essayer de gagner la confiance des gens pour aussi aller délier un peu des sujets. Le PDG, moi je le voyais beaucoup, notamment au Gros Faubourg, dès qu'il arrivait dans une salle, Mohamed Aouar est quelqu'un d'adorable, mais les gens se disaient pas c'est Mohamed Aouar, ils disaient c'est le PDG qui est là, c'est mon N+4, c'est quelqu'un d'important, et donc en fait ils se comportaient pas avec lui comme ils pouvaient se comporter par exemple avec moi, qui était le petit jeune de 24 ans un peu sympa, quoi. Et est-ce qu'à 24 ans un peu sympa, avec pas beaucoup d'expérience, est-ce que qu'est-ce qui fait que tu es la bonne personne pour donner des conseils à cet entrepreneur-là, enfin ce chef d'entreprise-là, on va dire. Disons que ce qui faisait que j'étais la bonne personne, c'était l'envie d'aider, et une certaine humilité vis-à-vis de ce que je savais, ce que je savais pas, et un regard un peu différent. Lui, c'est un profil complètement différent. Il a un profil assez particulier. Il a fait des années d'Accenture, notamment il intégrait SAP dans des entreprises, donc rien à voir avec ce que j'avais pu faire. Il avait sa propre expertise, et je pense qu'il y a beaucoup de valeur dans la variété, on va dire, des profils, des expertises, des expériences. Et en fait, j'étais juste un autre point de vue qui voulait aider. Je pense que ça pouvait aider. Il y a eu à un moment quand même un vrai sujet de légitimité. C'est ça. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup chez les élèves qui sortent d'HEC et Polytechnique, qui se retrouvent très très vite dans des situations, on va dire, assez hautes dans un point de vue carrière par rapport à leur âge, par rapport à leur expérience. Ça a été un sujet. Ça a déjà été un sujet à l'armée d'ailleurs. Oui, j'allais dire, tout à l'heure tu parlais du camion de pompiers. J'imagine que tes collègues, ils ont 45-50 ans. C'est toi que tu as dit qui est le chef du camion. Dès le jour 1, il y a ce sujet de légitimité en fait. Oui, et d'ailleurs je trouve que le stage à l'armée t'aide beaucoup à te préparer un peu à ça. Enfin, pour te donner un peu un exemple, j'étais au jour le jour avec des mecs qui avaient fait le Kosovo, l'Afghanistan, enfin des gars qui rigolaient pas du tout, qui avaient 45 ans, 20 ans d'armée, enfin des vrais militaires, je veux dire, avec qui j'avais très peu de choses à apprendre sur ce plan-là, mais qui étaient tenus par la hiérarchie de se mettre au garde à vous quand je passais. Là, même toi, tu te dis, waouh, putain, je sors de prépa, j'ai rien fait, je commence à peine à laver mes chaussettes, et je caricature un peu, mais il y avait des militaires qui avaient beaucoup de mal avec ça, qui avaient beaucoup de mal à se dire, qui refusaient ou qui avaient du mal à se dire, voilà, moi je vais pas reporter à ce mec-là, il a beau être officier, c'est pas un vrai officier. Et en soi, ils avaient un peu raison. Donc, ce qui m'a beaucoup aidé là-dedans, c'est de l'idée par l'exemple. C'est-à-dire de ne pas essayer de prouver que oui, non, mais je suis officier, tu dois te mettre au garde à vous, etc. Mais de dire, attends, écoute, je sais que je comprends tes doutes, et je les ai d'ailleurs moi aussi. J'ai un profil différent. Peut-être que j'ai pas fait, moi, le Kosovo, l'Afghanistan, je vais pas te leader à la guerre, et de toute façon, c'est pas pour ça que je suis là. Par contre, j'ai une perspective différente. Par contre, je peux peut-être t'aider pour tes examens, parce qu'ils ont aussi des examens théoriques à l'armée. Moi, je suis là aussi parce que je comprends très, très vite. En fait, c'est un peu mon trait de caractère à ce moment-là, c'est que je comprends très vite les choses et je suis très adaptable. Et finalement, petit à petit, ces gens-là commencent à se rendre compte qu'en fait, tu n'es pas là pour leur aboyer des ordres et que en fait, c'est pas ce que tu as envie de faire, tu es là pour les aider, tu es là pour les accompagner, pour apprendre avec eux. Ils peuvent t'apporter des choses et en fait, ça marche. Et ça, c'est la même chose en chief of staff. Ouais. Si tu te positionnes un peu en petit chef, ça va pas le faire. Si tu es là pour faciliter les process et faire en sorte que l'entreprise, elle délivre, on va plutôt te voir comme une valeur ajoutée, donc ton poste, il va se légitimer au fur et à mesure, quoi. Tout à fait. Alors, au groupe Faubourg, ça a été un peu dur avec certains profils, parce que ça reste le milieu de l'automobile qui est quand même, alors déjà, assez masculin, pour certains assez macho. Il y a des mecs qui ont 40 ans dans la pièce automobile, si tu veux, toi t'arrives avec tes 6 mois d'expérience, et il dit, qu'est-ce que tu vas m'apprendre ? Là, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, qui n'était pas le cas dans l'armée, c'était l'avalanche de diplômes. Quand tu commences à dire, ouais, moi j'ai fait Polytechnique, HEC, Berkeley, machin, etc., et je reporte au PDG, tout de suite il y a un truc qui s'installe de, ok, peut-être que le mec il est pas si con, il a peut-être des trucs à apporter. Maintenant, ce que j'ai vu, et ce qui m'a beaucoup aidé, c'était vraiment l'attitude. L'attitude, une certaine humilité, de dire, attends, je sais que tu as 40 ans dans l'automobile, je vais pas t'apprendre comment on catégorise des références de pièces ou autres. Par contre, je peux peut-être t'apporter autre chose. Moi, j'ai vu des méthodes de travail en start-up et autres, peut-être peuvent t'aider. Et ça n'a pas besoin d'être un jeu à somme nulle. Il n'y a pas besoin d'avoir un gagnant et un perdant. C'est pas parce que ce que je te propose, ça marche, que toi, tu vas y perdre. On peut aussi y gagner tous les deux et faire quelque chose de mieux ensemble. Et c'était un peu l'attitude qui m'a aidé là-dessus. Donc ça, tu as eu 3 ans de chief of staff ?
Un an et demi de chief of staff. Après, j'ai commencé à faire du produit. On avait un besoin de profil un peu produit. Je vais revenir sur ce que ça veut dire. Et en fait, on avait des logiciels en SaaS qui demandaient que quelqu'un y passe un peu de temps. Et j'en avais déjà fait un peu avant dans des stages en startup. Et en fait, ça passait bien parce que je m'entendais bien avec tout le monde. J'étais un peu le jeune, un peu sympa. Et j'ai pu apporter un peu ma patte à l'édifice de ce point de vue. Alors, produit, ça veut dire quoi? Produit. La manière dont je l'explique à ma grand-mère, et je pense que c'est peut-être la façon de l'expliquer le plus simplement, c'est si tu penses à une ligne de production, par exemple d'Airbus, il y a des gens qui vissent, qui mettent les rivets, qui mettent les boulons, etc., qui fixent le train d'atterrissage. Ces gens-là ne se posent pas la question de est-ce qu'il faut que la roue elle soit plutôt dans un sens ou dans l'autre, s'il faut qu'il y ait 3, 4, 5 roues. Ce n'est pas leur job. Eux, leur job, c'est que le taf soit bien fait. Ils ont des plans, ils appliquent les plans et ils sont responsables de l'application de ces plans-là. Ces plans, ils sont designés par ce qu'on appelle un bureau d'études, ce qu'on appelait un bureau d'études, la R&D, qui vont se poser des questions de dimensionnement, de poids sur le train d'atterrissage, etc. Le produit, c'est un peu ça dans les logiciels et dans les startups. En gros, le développeur qui développe ton produit, que ce soit Airbnb, Spotify ou autre, il n'a pas à se poser la question de est-ce que le bouton il doit être vert, est-ce qu'il doit être bleu, est-ce qu'il doit être à gauche, à droite, est-ce qu'il faut qu'il y ait un bouton ou même pas. Ça, c'est le job du produit. Donc, on voit le produit comme un bureau d'études à l'échelle du logiciel. En fait, nos responsabilités, ça va être de parler avec des utilisateurs, parler avec des gens qui sont décidés d'aller chez le compétiteur, notamment, parler à des gens qui n'aiment pas ta solution, parler à des gens qui aiment ta solution, comprendre ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, rajouter une dimension de où est-ce que l'entreprise veut aller globalement, est-ce qu'elle veut aller chercher des plus gros clients, est-ce qu'elle veut ouvrir des nouveaux marchés, est-ce qu'elle veut ouvrir des nouveaux produits, regarder un peu la donnée d'utilisation quand on a, c'est pas toujours le cas, et mixer un peu tout ça pour définir ce qu'on appelle un mot galvaudé, une roadmap, en gros une feuille de route pour dire en fait on va aller développer ce truc-là, puis ce truc-là, pour atteindre nos objectifs qui vont nous amener là. Et ça, la responsabilité des équipes produits, c'est déjà définir cette roadmap, et ça c'est un gros boulot, aligner tout le monde autour de ça, et donner des choses précises, bien définies, claires et stables aux équipes de développement, qui sont encore une fois pour les logiciels dépendants du mec qui va visser le boulon chez Airbus, qui vont pouvoir se concentrer sur comment est-ce que je peux le faire de manière scalable, sécurisée, qui tient la route et performante. Ok. Donc en gros, tu es là pour définir donc roadmap, la stratégie, la feuille de route, on va dire si on veut prendre en français. Et ce qui est très intéressant de ce que je comprends que tu es en train de me dire, c'est que ça peut se décider qu'avec les autres départements. Tu comprends ça que si tu es allé parler au département strat, au département marketing, au département RH éventuellement. Et donc c'est un poste qui est vraiment au milieu de tout l'écosystème de la boîte. Oui, et c'est un poste vers lequel je me suis dirigé parce que si tu te rappelles de ce que je t'ai dit il y a 10 minutes, moi je voulais apprendre et je veux toujours apprendre en fait. Et en fait le produit, c'est un peu perçu comme le Graal parce que tu es au centre de tout. C'est aussi très très dur pour plein d'aspects, mais parce que tu as un impact sur les commerciaux, parce que ce que tu fais ou pas en fait va impacter s'ils arrivent à vendre ou pas. Tu as un impact sur la strat, tu as un impact sur la vision, tu dépends de la strat de l'entreprise. Si l'entreprise veut ouvrir un nouveau marché par exemple, tu es obligé de prendre ça en compte dans ton produit. Si l'entreprise veut se dire non, on va aller chercher des plus gros clients que ce qu'on a l'habitude d'avoir, c'est des fonctionnalités que tu n'avais pas, qu'il faut construire et aux dépens d'autres. C'est toujours une question de compromis. Quoi que tu fasses, un choix, c'est toujours aussi renoncer. Si tu fais A, si tu fais A puis B, tu feras B plus tard que A, et c'est un truc qu'il faut avoir en tête. Et donc, il y a toujours, en fait, tu es toujours en train de discuter avec tout le monde, commerciaux, dev, etc. Gérer les sensibilités de chacun. Le cliché de ça, c'est le commercial qui veut tout vendre tout de suite, même si c'est mal fait, il s'en fiche, ça avance. Le cliché des équipes techniques, c'est des mecs qui veulent faire un truc carré, nickel, au poil, tout propre, mais qui va mettre 2 ans à travailler. Donc il faut jongler avec un peu tout ça. Il y a des clichés, il y a aussi des gens qui sont extrêmement constructifs dans les équipes techniques et dans les équipes commerciales avec qui c'est un plaisir de bosser. Donc il faut gérer un peu tout ça. C'est ça en général le boulot de produit. Donc produit, product, et donc du coup produit, c'est un job plutôt à dominante ingé, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'aspects techniques en fait dans ce que tu es en train de dire. Il y a l'aspect strat, mais derrière il y a une forte aussi matérialisation technique. C'est pas c'est pas nécessaire. C'est pas absolument nécessaire. Les profils produits qu'on voit notamment chez Aircall, c'est des gens. Alors c'est surtout ingé école de commerce. Il y a un peu les deux. C'est des gens qui produits malheureusement. Enfin, il y a assez peu de formations. Il y en a une qui existe qui a été fondée d'ailleurs par une ancienne d'Aircall, Maya, qui s'appelle Noé, qui aide certaines personnes à mettre un pied dans le monde du produit. C'est un job qui s'apprend énormément par l'expérience, par les ratés. C'est un job de bon sens et qui s'apprend aussi par l'expérience. Donc, c'est-à-dire que les profils qu'on voit, c'est à peu près 50-50 école d'ingé, école de commerce. C'est vrai qu'être ingé, ça va t'aider sur pas mal d'aspects. Ça va t'aider parce que déjà, tu as une certaine légitimité auprès des équipes techniques. Ça m'a beaucoup servi au groupe Faubourg. Quand tu vas voir les devs avec un truc qui est objectivement compliqué à faire,
presque chiant à faire. Être ingé, ça te permet d'avoir un discours qui est plutôt dire, les gars, je sais ce que c'est, je sais que c'est pas facile, je sais que vous n'avez pas envie que je vienne avec ça, mais croyez-moi, conscient de ça, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Ça va aider. Parce que tu vas peut-être avoir un peu plus de mal à amener comme discours quand tu as un profil. Et peut-être un peu moins de te faire entre guillemets arnaquer, c'est-à-dire en gros, je caricature, mais moi je sais que cette tâche elle prend 2 heures. Donc si vous me dites que vous avez passé 3 semaines à la faire, moi j'ai déjà mis les mains dans le cambouis, je connais ce truc, et ça je pense que ça inspire un peu du respect, au-delà d'être dans le micromanagement du timing, mais de se dire, ok, on est entre gens techniques, et donc, on va pouvoir avancer et on va pouvoir être dans de la constructivité. Là où moi, par exemple, je ne me sentirais pas légitime en product, c'est que je vais avoir peut-être des idées strates, de dire, voilà, il faudrait le bouton là, il faut qu'on fasse plus de ventes, etc. Mais derrière, l'implémentation, je ne vais pas avoir de valeur ajoutée. Et toi, tu as ta double casquette qui fait que tu as à la fois, je comprends les enjeux business, et à la fois, je comprends comment techniquement ça marche quand j'ouvre le capot et que je regarde ce qu'il y a dans le moteur, quoi. Oui, c'est vrai. Alors, je mettrais peut-être une petite nuance là-dessus, c'est-à-dire que si t'as beau être ingénieur, si t'as pas un peu codé et que tu sais pas comment ça marche, un site internet, un produit, la scalabilité et autres, t'auras assez peu de recul sur ce que va te dire le dev. Et si t'es ingénieur mécanique, en fait, il peut te dire 3 semaines et en fait, c'est 2 jours et t'en sauras rien. Okay. Et je pense qu'à l'école de commerce, ça permet peut-être d'avoir un peu la même réflexion avec les commerciaux et les équipes, ce qu'on appelle sales en startup, parce que c'est anglais et c'est cool. Où tu peux aller voir les gens en disant, attends, moi aussi j'ai vendu des trucs, moi aussi j'ai bossé chez un tel. Je sais que c'est chiant, mais là vraiment on peut pas le sortir maintenant. Là, par exemple. Donc en gros là tu occupes ce poste chez Groupe Faubourg, donc tu es devenu product, donc tu es au cœur du réacteur, etc. Et tu bifurques chez Aircall. C'est ça. Après 3 ans dans l'entreprise, j'ai senti qu'il était un peu temps pour moi d'aller voir autre chose. Et j'ai commencé à regarder un peu autour de moi et j'ai vu passer une offre d'Aircall. Aircall, c'est une boîte dont j'avais entendu beaucoup de bien, à pas mal d'égards. Et en fait, il y avait un truc qui m'intriguait et dont on parle un peu moins maintenant. Enfin, on en parle pour d'autres entreprises, c'était la mafia Aircall. Alors, le concept de mafia vient plutôt de boîtes telles que PayPal, par exemple. L'idée, c'est il y a plein de gens qui ont travaillé chez PayPal, qui après sont partis et qui ont monté plein de boîtes à succès. Tu regardes la PayPal Mafia aux US, c'est un délire. En gros, c'est un centre de formation, quoi. En gros, c'est ça que tu dis. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont passés par PayPal, soit des cofondateurs évidemment, mais aussi des employés, et qui après se sont mis à monter des boîtes avec énormément de succès. Et la question que ça m'a fait poser, il y avait un peu ça à toute proportion gardée avec Aircall. Je me suis dit, ça m'intriguait. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a dans cette entreprise qui fait que les gens, en fait, après, ils vont monter d'autres choses. Et ça m'intriguait beaucoup au vu de mon parcours. C'est une boîte assez connue en France, une startup qui marche bien. Je me suis dit, vas-y, on essaye. Donc Aircall, pour faire simple, c'est de la téléphonie d'entreprise. C'est ça ou pas? C'est ça. Aircall, vois-le comme un WhatsApp super chargé, dans le sens où c'est très important, c'est-à-dire que ça passe pas par des lignes téléphoniques, ça passe par ce qu'on appelle le VoIP, le Voice over IP, donc c'est par Internet, ce qui veut dire que si t'as pas de 4G, Aircall ça ne marche pas, en gros, et c'est tout simplement un téléphone avec des fonctionnalités qui vont aider les équipes commerciales et les équipes support à être plus efficaces. Je te donne 2 exemples assez populaires parmi nos clients. Pour les équipes support qui ont tendance à recevoir les appels plutôt qu'à en passer, équipe SAV, etc., on a une petite fonctionnalité qu'on appelle la remontée de fiches en français, les inside cards en anglais, où en fait, quand il y a un appel entrant, au lieu d'avoir un numéro inconnu et tu décroches, tu dis « Allô, c'est qui ?» En fait, il y aura une petite fiche qui monte, on va te ramener, là, c'est un tel. On va tirer toute la donnée de ton logiciel de support, que ce soit Zendesk ou autre, en disant c'est un tel, le compte, il a tel temps d'argent. Le dernier contact, c'était avec Jean-Pierre assis à côté de toi, il y a tant de temps au sujet de ça, par exemple, le compte est à risque, attention, le client est fâché. Et ça va permettre à l'agent de savoir exactement ce qui se passe avant de décrocher. Pour les commerciaux, c'est plutôt ce qu'on appelle, nous, des fonctionnalités de vente ou du routing, où ça va permettre aux commerciaux d'aller, par exemple, précharger une liste de prospects, de gens, on sait qu'ils sont intéressés par le produit, excuse-moi, et en fait, les commerciaux vont venir appeler en boucle pour vraiment perdre le moins de temps possible entre 2 appels sur une période donnée, quoi. Donc, on va vendre un peu ça. Donc, en gros, tu vends ça. Tout à l'heure, tu disais, ça m'a fait marrer parce que j'ai eu les mêmes réflexions, mais en gros, de pouvoir donner la boîte à un dîner, etc., t'es passé de Groupe Faubourg, qui est quelque chose de assez confidentiel au sens où c'est beaucoup de B2B, de pièces détachées. C'est sûrement très connu dans le milieu de l'automobile, mais en tout cas, quand t'es à une soirée, on ne connaît pas. Et là, t'es passé quasiment à la start-up la plus sexy de France. Oui, ça a été... de l'un à l'autre, quoi. T'as tout à fait raison, ça a été un vrai changement. Ça m'a permis de me rendre compte que en fait, c'était un peu important pour moi quand même. Au début, j'étais assez fier de pouvoir me dire, moi, le côté sexy de la boîte, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux apprendre, je veux faire des choses, avoir l'impact, etc.
c'est vrai que j'avais beaucoup de copains de Polytechnique, quand on se voyait en soirée, ils me disaient alors, tu vas dans ta carrosserie et je pense d'ailleurs qu'il y en avait un qui était persuadé que je tapais sur de la tôle toute la journée et que vraiment j'avais fait une reconversion un peu comme ébéniste ou éleveur de chèvres, ce qui n'était pas du tout le cas. Et passé chez Aircall, quand d'un coup on me disait ah ouais Aircall, wow, c'est impressionnant, presque félicitations, tu vois, alors que ça n'a rien à voir. Je me suis dit c'est quand même sympa. C'est quand même sympa d'être dans une boîte assez connue, et ça m'a fait réaliser qu'en fait ça me pesait un peu à chaque fois de devoir réexpliquer ce que faisait ma boîte, de devoir les gens dire ah ouais la carrosserie, bon voilà, etc. Donc je me suis rendu compte que c'était quand même un peu un argument. Ok. Donc là tu arrives chez Aircall, t'es pas tout. Donc là aujourd'hui c'est quoi ton poste concret? C'est Head of Product? Oui, directeur produit, qui est la même chose. En gros, je manage une équipe de 5 product managers. Donc on est 3 directeurs produits aujourd'hui chez Aircall. Okay. On dépend d'un... Alors les anglicismes, ça va y aller, je m'excuse d'avance. Ouais. Mais ce qu'on appelle un CPO, qui est le Chief Product Officer, qui est en gros le chapeau de tout le produit et qui se repose sur 3 personnes, qui elles ont 3 équipes avec des... Ça veut dire que toi, tu es sur des features particulières? Ouais. Moi, tu vois, par exemple, tout ce qui va relever de nos intégrations, ça va dépendre de personnes dans mes équipes. Donc, Aircall se vend comme un outil téléphonique qui permet aux équipes d'être plus efficaces. Un des gros leviers d'efficacité, ça va être les intégrations. Ouais. Par exemple, si tu utilises Salesforce, à la fin de ton appel, tout est logué automatiquement. Tu n'as pas à écrire, alors c'était un tel, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et toutes ces intégrations, on a 200 intégrations. Alors, ce n'est pas nous qui maintenons toutes nos intégrations, mais c'est hyper important pour nous que nos clients ils aient vraiment une intégration excellente. Sachant que tu as des nouveaux produits qui sortent tout le temps, et donc du coup tu dois être à l'affût d'une nouvelle appli. Je dis n'importe quoi, mais quand Notion est sorti, enfin je dis au pif, mais du coup tu dois développer des nouvelles adaptabilités pour que tu sois toujours à la page. Oui, alors les intégrations et la gestion des partenaires, c'est toujours très très compliqué, parce que déjà tu peux voir une intégration comme un produit dédié avec ses complexités. Zendesk ne se comporte pas comme HubSpot ou comme Salesforce ou comme Monday. Il faut aussi que tu joues avec comment les partenaires, eux, ont leur stratégie, ont leur vision de boîte. Et des partenaires, c'est toujours un pari où tu dis, lui, on sent que nos clients, ils aiment bien Aircall et, je dis Monday par exemple. On sent que Monday va monter, donc il va falloir qu'on bosse là-dessus. On a fait des paris, on s'est planté. On a fait des paris, ça a bien marché. C'est assez particulier. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu en as qui viennent te voir et qui font l'inverse? Ça veut dire qu'ils font le job à ta place, au sens, mon produit, sans Aircall, il peut pas marcher. Donc voilà, je t'ai déjà fait toute l'intégration. Et en gros, du coup, tu es devenu tellement incontournable que maintenant, c'est aux autres de s'adapter à toi. Oui, c'est exactement la phase dans laquelle on est, qui est très, très intéressante. C'est que quand tu te poses la question de qui doit s'intégrer avec qui, la réponse facile, c'est le plus petit qui fait l'effort. Ouais. Et c'est vrai. Tu vois, par exemple, on a une intégration avec Teams, c'est nous qui l'avons faite. On n'a pas appelé Microsoft pour leur dire faites une intégration avec Aircall, voilà, parce qu'on est un peu une crotte de nez à côté d'eux. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'avec le temps, ça a commencé à arriver il y a 2 ans, Aircall est devenu un peu ce mastodonte-là pour d'autres petites boîtes. Ouais. Donc on a de plus en plus de gens qui ont commencé à s'intégrer avec nous parce que Aircall était devenu incontournable. Et là, les questions qu'on se pose, c'est on veut essayer, on se rend compte que en fait, la suite d'intégration qu'on a et qu'on maintient nous-mêmes, Salesforce, HubSpot, Teams, enfin ces grosses boîtes-là, en fait, ça nous suffit à peu près. On ne va pas forcément créer d'autres nous-mêmes. La question, c'est comment est-ce qu'on peut aider de plus en plus les autres partenaires à créer plus facilement, ouvrir d'autres endpoints API, je ne vais pas venir dans le jargon technique, mais aider des plus petites boîtes à construire et à se développer un peu notre écosystème. Ça, c'est ton job. C'est une partie de mon job. C'est trop intéressant. Parce que du coup, tu dois comprendre. Ce que je trouve intéressant dans ton job, tout à l'heure, tu disais j'apprends vite, mais je trouve que c'est intéressant parce que selon le logiciel qu'il vient de voir, tu n'auras pas les mêmes problématiques, les mêmes cas d'usage et tout. Ça demande une capacité à se réadapter, à se réinventer qui est pas mal en fait. Ah oui, c'est hyper dur, enfin c'est hyper challengeant. Moi, j'adore ça, je m'amuse beaucoup. Et tu vois, un exemple, c'est les clients qui utilisent Salesforce ont tendance à être un peu plus grands, un peu plus gros que les clients qui utilisent Aircall. Donc il y a une zone en commun, mais elle n'est pas aussi grosse que d'autres partenaires comme HubSpot, par exemple, qui est vu comme un peu en dessous. Donc il y a aussi une vraie question de où est-ce qu'on veut aller, nous, en tant qu'entreprise. Si on veut aller chercher les plus gros, en fait, il faut qu'on aille commencer à investir un peu plus sur Salesforce, aux dépens de CRM qui sont... CRM qui veut dire... Ouais, c'est le CRM, ça va, c'est connu. C'est en gros le logiciel qui te permet de suivre tes ventes, quoi. C'est ça, Customer Relationship Manager, ou je crois que c'est ça. Ouais. Et d'autres CRM qui sont vécus comme plutôt des plus bas dans le marché. Donc en fait, où est-ce que toi tu vas aller en tant qu'entreprise? Il y a aussi un vrai argument. Il y a des partenaires qui sont très forts aux US, d'autres qui sont très forts en Asie. Zoho, par exemple, est très très fort en Inde et en Asie. Est-ce qu'on veut, nous, aller en Inde et en Asie, où on y est déjà? Donc il y a les plus forts, c'est des vraies questions qui se posent. Trop intéressant. Il y a ça, il y a d'autres sujets comme la qualité d'appel, qui est un vaste sujet chez Aircall aussi. Qui dépend donc du réseau Internet? Exactement. Et la 5G, ça a un impact là-dessus? Oui, tout à fait. En fait, tout ce qui va jouer sur le réseau, que ce soit ton Wi-Fi, tes câbles Ethernet, tes écouteurs aussi, ça va avoir un impact sur ce qu'on appelle la qualité d'appel. Le problème qu'on a et la vraie difficulté de toutes les entreprises qui bossent un peu dans ce milieu-là,
c'est qu'en fait, quand les gens utilisent Aircall, ils ont des attentes de qualité d'appel qui relèvent du réseau téléphonique. Et le réseau téléphonique, quand tu regardes un peu, c'est un réseau sur lequel on a investi des dizaines de milliards sur des dizaines d'années, juste pour la qualité d'appel. Ce qui n'est pas du tout le cas d'Internet. Sur Internet, tu as des problèmes de perte de réseau, ce qu'on appelle les packet loss, où en fait tu perds un peu l'information, du jitter aussi, où l'information n'arrive pas forcément dans le bon ordre, etc. Et ça va venir dégrader ta qualité d'appel. Tu vas perdre du timbre de voix, tu vas avoir l'impression d'avoir un délai entre quand la personne elle parle et quand tu reçois l'information. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est un sujet de tous les acteurs de la VoIP. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour, et techniquement, pallier le mieux possible à ces sujets-là, et d'un point de vue produit. Et c'est là que le job du produit est très, très, très intéressant. Comment est-ce qu'on fait pour que la perception soit pas trop mauvaise en dépit de toutes les difficultés techniques qu'on peut avoir. Donc, tu n'es pas responsable. C'est une autre équipe qui s'occupe de ça. Et il y a du réseau, il n'y a pas de réseau, c'est pas toi, quoi. Alors, il n'y a pas de réseau, c'est même pas nos équipes, ça dépend du client. Donc, en fait, parfois, sur les gros clients, quand ils nous disent j'ai des problèmes de qualité d'appel, on va dédier quelqu'un dans nos équipes support, par exemple, pour venir les aider et dire attends, tu vois, on a failli perdre un client, je te donne un exemple. Le client nous dit c'est un gros client aux US qui nous dit Aircall, ça marche pas, la qualité d'appel est catastrophique. En fait, en creusant un peu, on s'est rendu compte que le client qui gérait, je crois, des flottes d'avions privés, en fait, bossait dans un hangar en métal. Et en fait, hangar en métal avec la borne Wi-Fi qui est à côté, en fait, ça ne marchait absolument pas. Alors, il dit attendez, juste passez en filaire et vous allez voir, ça va marcher. Depuis qu'ils sont passés en filaire, il n'y a plus aucun problème. Donc, il y a un vrai sujet aussi, c'est chez les clients. Donc, on a nos équipes de développement qui sont excellentes là-dessus, qui cherchent à réduire le plus possible les problèmes techniques. Mais en fait, et là, je reviens sur l'importance d'un métier produit. Il y a une personne dans mes équipes qui travaille sur juste ça, sur la perception de la qualité d'appel. Je te donne un exemple. À un moment, il y a notre qualité d'appel qui s'est dégradée. On ne savait pas trop pourquoi. En fait, il se trouvait qu'on avait fait la mention de problème juste avant de demander aux utilisateurs de noter l'appel. Et c'est là où tu vois que les Slack... Donc, je ne sais pas si tu utilises Slack, mais Slack, tu peux faire des huddles. Ouais, alors je ne suis pas le roi de Slack, mais je l'utilise comme ça, quoi. Et Zoom fait ça très bien. En fait, tu vas regarder... En fait, eux aussi font exactement ça. Parce que quand tu as un problème de réseau, tu as tendance à te dire c'est le produit qui ne marche pas. Et nous, c'est un peu un problème avec lequel on doit gérer. Et c'est pour ça que Zoom, quand tu as un mauvais réseau, va te dire attention, tu as un mauvais réseau. Ils ne vont pas dire Zoom ne marche pas, etc. Ils ne vont pas ne rien dire. Ils vont dire attention, tu as un mauvais réseau. Quand toi, en tant qu'utilisateur, tu te dis attends, j'ai un mauvais réseau, c'est pas la faute de Zoom. T'as raison, je me fais avoir. Moi, je suis sur Whereby pas mal. Ouais. Et t'as raison, il me prévient, il me dit votre connexion est pas top. Et c'est vrai que du coup, si ça marche pas, je vais pas leur en vouloir à eux. Je vais plutôt me dire ah merde, mon internet il marche pas, quoi. Un autre exemple sur Zoom, c'est que quand tu as le son qui est très faible sur ton ordinateur, Zoom te dit proactivement t'entends rien, c'est parce que tu n'as pas le son. Que tu te dises pas, il y en a qui le font, j'imagine, que tu te dises pas j'entends rien, ça marche pas. Tu vois, il n'y a pas de son, ou le logiciel ne marche pas. Donc c'est un peu là où le produit va venir aussi gérer les sensibilités de chacun, mettre les bons messages aux bons endroits pour, en plus des challenges techniques, faire en sorte que la perception soit la meilleure possible. Ok. Et du coup, c'est pour ça qu'on me demande comment était votre appel, qu'avez-vous pensé de votre appel, exactement. etc. Derrière, toi, tu utilises cette data. C'est un poste, le product qui est très data-oriented, en fait. Oui. Ça va énormément dépendre du marché sur lequel tu es. Je donne un exemple. Au groupe Faubourg, on avait un produit qu'on vendait aux entreprises du CAC 40. Donc là, tu es dans un cas qu'on appelle plutôt enterprise, où en fait, tu as 15 clients qui te payent des millions par an pour gérer leur truc. Là, il y a moins d'utilisation de la donnée, c'est beaucoup plus du feeling, de l'interview, la gestion de partenaires. Quand tu as Airbus qui fait 40% de ton chiffre d'affaires, en fait, et que Airbus veut quelque chose, en fait, tu te tais et tu le fais. C'est comme ça, parce que sinon, tu perds 40% de ton chiffre d'affaires. Aircall, on est sur des petites boîtes. Tu vois, on a des prix licences qui sont à peu près autour de 30 € par mois. Et nos clients, en moyenne, prennent entre 5 et 20 licences. Donc, ça reste des billets acceptables. Ce qui fait qu'on a des milliers et des milliers de clients, ce qui peut permettre de commencer à faire des études statistiques. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ok. Et ça, du coup, tu le retransmets. Tu parlais tout à l'heure de Noé. Ça, t'es prof, c'est ça, tu donnes des cours, c'est ça? Alors, j'en ai donné une fois. Je ne sais pas si ça va durer. Mais j'ai fait un cours justement sur l'utilisation de la data en tant que product au sein de la formation de Noé. Maya m'avait contacté en tant que ancien Aircall, puisque Maya était product chez Aircall aussi. Dans la mafia, justement, des fondateurs. Et donc, j'ai donné une journée de formation sur l'utilisation de la data. Là, on allait un peu plus loin dans se méfier un peu des biais, notamment le biais du survivant, qui était quelque chose d'assez dangereux. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à tirer des enseignements sur juste la base de ce qu'on a sous les yeux, sans forcément porter de l'attention à ce qu'on ne voit pas. Et je te donne juste un exemple de ça. Il y a eu, il y a quelques années, une étude qui a été faite sur à partir de quelle hauteur de chute les chats se faisaient mal. Et en fait, ce qui se passait, ce que les vétérinaires ne comprenaient pas, c'était qu'il semblait qu'apparemment, plus le chat se tombait de haut, moins il avait mal. Et moins il se blessait. Il meurt plus, en fait, c'est pas ça. En fait, voilà, c'est ça. Il y avait des théories qui disaient, alors le chat, il a plus de temps pour se préparer à la chute, etc. En fait, ce qui se passait, c'est que plus le chat il tombe de haut,
plus il a de chances de mourir, en fait, et un chat qui est mort, tu l'amènes pas chez le veto. Donc ils avaient que les chats survivants, quoi. Ils avaient que les chats survivants qui avaient, en fait, avaient des prédispositions génétiques ou qui étaient peut-être plus robustes, ou etc., ou qui étaient mieux. Donc en fait, ils disaient, en fait, plus le chat tombe de haut, moins il se blesse. Non, c'est pas le cas. Okay. Donc il y a un peu tous ces biais, des différences entre corrélation et causalité aussi qui sont un peu des pièges. Mais la data dans le produit dépend de ton marché, dépend de ta boîte, mais est toujours extrêmement importante. Ok. Ouais. 2 questions que je pose souvent dans le cadre de cette interview, parce que le but, c'est aussi d'éveiller des vocations, etc. La première, c'est, tu as déjà commencé à en distiller, mais quel conseil tu donnerais aux jeunes que tu étais à Pierre de Fermat? Tu avais 17 ans, tu étais persuadé que tu voulais être pilote de ligne, ou 16 ans. Quel conseil tu donnerais à ce jeune-là qui nous regarde potentiellement aujourd'hui? Je pense que le seul conseil que je donnerais, c'est n'aie pas peur de changer d'avis. N'aie pas peur de changer. Je sais que c'est dur, parce que là, on parle quand même de sa carrière, de sa vie pro, de quelque chose qui va avoir un impact énorme sur tout le reste de la vie des gens qui nous écoutent, des élèves qui nous écoutent. N'aie pas peur de changer d'avis, et surtout, une énorme erreur, ce serait de ne pas changer d'avis ou ne pas changer de trajectoire par orgueil. Moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé, et je pense que ça aurait été une énorme erreur a posteriori de me dire, mon prof de maths, il me connaît pas, je vais faire un MPSI, je vais lui prouver qu'il a raison, j'aurais probablement pas fini là où je suis. Je pense que me dire, je vais faire pilote de ligne parce que j'ai dit que je voulais faire pilote de ligne, etc., cette espèce de coup irrécupérable ça fait longtemps que je me dis ça, donc ça doit être vrai, donc il faut que j'avance. C'est pas le cas. Je pense qu'on est des entités mouvantes. Je sais que ça fait peur de remettre en cause des choses qu'on croit et qu'on pense juste depuis des années, des dizaines d'années. Le fait est que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, et en fait, je suis toujours vivant. Donc c'est vraiment ce concept-là. Moi, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup nourri, de me dire, je serai pilote de ligne, en fait non, je vais faire un PSI, en fait non, je vais monter ma boîte, en fait pas maintenant. Et je pense que c'est hyper important de rester adaptable, parce que le monde change, la situation change, il y a plein de choses qui bougent. Et peut-être que quand tu avais 17 ans, le métier de product, j'exagère peut-être, mais peut-être qu'il n'existait pas, ou en tout cas pas sous cette forme, quoi. Ah non, il n'existait pas, surtout pas en France. C'est un truc qui est un peu né en Silicon Valley, etc., qui était un peu embryonnaire. Jamais de la vie, on m'avait parlé du métier de product manager quand j'étais au lycée. Alors ça, c'est sûr. Donc ça rajoute aussi à de la complexité. C'est que déjà, dans les métiers existants, c'est pas facile de savoir ce qu'on veut faire. Et du coup, dans les métiers de demain, avec l'IA, avec tout ça, c'est puissance 10, quoi. Ouais, complètement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton parcours, alors? J'ai envie de te dire de continuer comme ça, de ne pas avoir peur de changer d'avis. Là, je suis dans une phase où je suis en train de me dire, j'apprends énormément, et à un moment, je vais me lancer, je vais monter mon projet, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, et je pense qu'à un moment, je me dis, j'aimerais bien voir si vraiment j'en suis capable, si je m'y donne à fond. Peut-être qu'en fait, c'est pas ce que j'aime faire, et je me souhaite d'avoir la possibilité de choisir le chemin et de continuer à itérer et changer d'avis et l'accepter. Mais tu as peut-être cette frustration que ta première boîte, elle n'ait pas été au bout. Elle s'est arrêtée un peu sans aller vraiment au bout du truc. Et peut-être que tu as envie d'évacuer cette frustration et au moins avoir le cœur net, quoi. Alors ça, c'est le cas. C'est le cas. J'ai l'impression de m'être regardé dans la glace, d'avoir eu un peu peur du reflet, pour être franc, d'arrêter trop vite. Maintenant, je pense que cet argument seul n'est pas assez pour se relancer dans un projet d'entreprise. Et l'orgueil, même si c'est un levier extrêmement fort, c'est pas toujours le seul levier à prendre en compte. Et je pense que ce serait une erreur de se relancer dans un projet entrepreneurial juste pour cette raison, on va dire, j'ai essayé, j'ai pas vraiment essayé, j'ai pas vraiment réussi, je vais me prouver à moi-même que je suis capable. C'en est un. Maintenant, je pense que entreprendre, c'est extrêmement dur. Je pense que ça convient pas à tout le monde. Je pense qu'il y a plein de gens qui se sont dit, et je l'ai vu dans mon master d'ailleurs, à un moment, je veux être entrepreneur parce qu'en ce moment, c'est cool. Je pense qu'il est important aussi d'être capable de se dire, je voulais être entrepreneur parce que c'était cool, mais en fait, c'est pas pour moi, ça me plaît pas. C'est des sacrifices que je suis pas prêt à faire, je valorise trop mon temps, je valorise trop... j'en ai marre, j'ai pas envie de pitcher à chaque dîner ce que fait ma boîte, j'ai peur de l'échec. Et il y a plein de gens qui sont pas faits pour être entrepreneurs, et en fait, c'est pas grave. Comme il y a plein de gens qui sont pas faits pour être pilote de ligne, ou pour être conseiller en strat, ou pour être banquier d'affaires. Ou product. Ou product, d'ailleurs. Et c'est pas parce que c'est cool qu'il faut que tu te dises en tant que personne que c'est vers là qu'il faut que tu ailles. Parce que les modes changent. Je le vois dans les anciennes polytechniques. À un moment, il y a eu la mode de la finance, dans les années 90 par là. Puis ça a été la mode des conseillers en strat. Puis ça a été la mode des startups. Là, on voit la mode de l'écologie. Ça reste des modes, il faut les prendre pour telles. Donc, c'est pas parce que c'est cool maintenant que tu as forcément le profil pour le faire. Et ça demande une grosse réflexion que je me souhaite de continuer à avoir, de se dire, c'était cool, mais est-ce que vraiment
ça me convient parce que vraiment j'ai envie de le faire, quoi. Non, et puis les dîners, c'est pas toute ta vie. On peut peut-être terminer là-dessus, mais enfin, moi, je suis passé par là aussi. C'est vrai que c'est cool de résumer en 2 mots ton job en disant voilà, je suis partenaire chez McKinsey ou je suis head marketing chez Google. C'est très cool parce que dans les dîners, c'est cool et on peut parler de toi, etc. Après, bah, quand t'es tout seul chez toi ou quand t'es à ton boulot 8h, 20h, bah, il faut faire un truc qui te plaît parce que si c'est juste pour plaire aux autres, ça passe et c'est éphémère. Et ça, c'est vraiment une ligne directrice que je conseille de suivre à ceux qui nous regardent. C'est vraiment de faire un truc qu'ils aiment parce que c'est là où ils seront bons et de garder cette curiosité et cette fraîcheur dont tu parlais tout à l'heure et cette capacité à se remettre en question. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Ouais, je suis entièrement d'accord. Peut-être une ressource qui m'a beaucoup aidé, je pense que ce qu'on se doit à nous, c'est d'être honnête sur ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut pas faire. Et au-delà de tout ce qu'on vient de dire, je pense que c'est complètement acceptable et OK de faire quelque chose par orgueil si on estime que c'est important pour nous. C'est OK de vouloir gagner de l'argent, c'est OK de vouloir dans une boîte cool, c'est OK de vouloir en fait avoir du temps perso. Et moi, il y a juste une ressource qui m'a beaucoup aidé justement à cette période d'HEC où je me disais bon, bah alors là, j'ai pas monté cette boîte-là maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est un blog que j'ai beaucoup qui s'appelle Wait But Why, d'un mec qui s'appelle Tim Urban, je crois, qui a fait quelques TED Talks aussi, notamment sur la procrastination, très intéressant. Et il a fait un article qui s'appelle en français, comment choisir une carrière qui te convient. Je crois que le titre anglais, c'est How to pick a career that actually fits you, quelque chose comme ça. Alors l'article, c'est 1h30 de lecture. Mais il développe beaucoup ce concept de, la seule chose que tu te dois à toi-même, c'est d'être honnête sur ce que tu as envie de faire, sur qui tu es, sur ce qui te plairait ou pas. Et c'est pas si simple. Et c'est OK de se dire les choses, même les choses qui sont pas acceptées socialement, en fait, moi, je veux faire plein d'argent parce que c'est comme ça. Et ça, c'est un article qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là. Donc, s'il y en a qui se posent des questions et qui nous écoutent, je leur invite à prendre Et ben on va terminer là-dessus. J'ai passé, je sais même pas combien de temps, mais une interview hyper intéressante. Vraiment, j'ai appris pas mal de choses. Je retiens de toi l'humilité, la capacité à se remettre en question et tout. Vraiment hyper intéressant pour tous ceux qui se posent des questions sur leur avenir. Je te remercie de nouveau d'avoir accepté l'invitation. Et à tous, je vous souhaite bon courage dans votre choix de carrière. C'est un choix qui est très important. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange. Merci Adrien. Merci Joachim.